Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces nouveaux cours de paléontologie. Alors, on va finir l'été en douceur, en légèreté, avec des cours qui seront de niveau première année de licence. D'habitude, je donne des cours qui sont plutôt de niveau master ou équivalent, mais là, cette fois, on va terminer avec trois petits cours relativement simples qui sont de niveau première année, puisque je donne aussi cours au niveau première année. Et donc, le cours qu'on va faire aujourd'hui va être intitulé La paléontologie, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste la paléontologie? Donc, c'est un cours que je donne normalement aux premières années de géologie. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, là où je donne cours, la paléontologie et la géologie sont deux choses relativement séparées. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de pont entre les deux disciplines. Du moins sur le papier, il y en a un, mais en pratique, les géologues connaissent assez peu de choses en fait de la paléontologie et les paléontologues connaissent assez peu de choses de la géologie. Tout simplement parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays minier. Donc les géologues sont surtout entraînés à participer à l'industrie minière et pas tellement à faire de la recherche. Or, la paléontologie, c'est un milieu, en Afrique du Sud, une fois encore, la paléontologie, c'est un milieu qui fait exclusivement de la recherche. Donc les ressources paléontologiques ne sont pas tellement utilisées dans l'industrie minière et évidemment l'industrie minière a quasiment aucune incidence sur la paléontologie, à part quand il faut faire des fouilles préventives, puisque les fouilles préventives paléontologiques en Afrique du Sud, ça existe. Ça n'existe pas en France. En France, on fait des fouilles préventives pour l'archéologie, mais pas pour la paléontologie. Mais c'est à peu près la seule opportunité en Afrique du Sud que les deux champs d'investigation, les deux champs de recherche se chevauchent, c'est pendant les fouilles préventives. Donc, en gros, les géologues connaissent rien à la paléontologie, les paléontologues n'ont pas besoin de connaître grand-chose à la géologie en Afrique du Sud. Alors, c'est pas vrai tout le temps, évidemment. C'est beaucoup plus vrai maintenant que ça ne l'était par le passé. Par le passé, les paléontologues étaient de toute façon issus des écoles de géologie. Donc avant la précédente génération de chercheurs en paléontologie était un peu mieux entraînée à la paléontologie. Mais c'est vrai que maintenant, la plupart de nos paléontologues viennent du milieu zoologique et plus tellement du milieu géologique. Donc c'est un shift qui est global, c'est-à-dire que ça se passe aussi en France, hein, ce shift. Euh, les, les paléontologues d'aujourd'hui sont beaucoup plus des biologistes reconvertis à la paléontologie que des géologues reconvertis à la paléontologie. Donc ils connaissent mieux les objets d'étude, mais ils connaissent beaucoup moins bien le contexte. Bon, bah, c'est quelque chose qu'il faut savoir compenser, évidemment. Il faut savoir travailler par soi-même. C'est ça l'université. Il faut faire ses propres recherches dans les bibliothèques universitaires. Mais bref, voilà, c'est juste pour la petite introduction. C'est que ça va être ce cours, c'est un cours de niveau première année qui va être très très introductif. Voilà. Donc il est possible que vous sachiez déjà la plupart des choses que je vais vous dire maintenant, mais il est possible aussi que vous ayez envie de partager cette vidéo avec des gens à qui vous voulez faire découvrir la paléontologie. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Et encore une fois, je vais garder ce point de vue africain, d'où cette image. Magnifique petite image. D'ailleurs, je l'aime beaucoup parce que on voit, en fait, ça reproduit une colonne stratigraphique sur le continent africain. Donc, on commence avec les Diacara, les trilobites ici. Ici, vous avez donc le Permien du Karoo. Et puis, quand on monte ici, vous avez les dinosaures qui sortent, avec notamment Massospondylus, sud-africain aussi. Le volcanisme du Drakensberg, qui est intelligemment représenté en Afrique de l'Est, où on a du volcanisme cénozoïque. Et puis, vous avez enfin les mammifères et les êtres humains. Les êtres humains en haut, bon, parce qu'ils sont en haut de la colonne stratigraphique, hein, pas parce qu'ils sont au sommet de l'évolution, mais bon, évidemment, d'un point de vue strictement stratigraphique, les humains sont parmi les derniers arrivés. Et les outils des paléontologues avec alors avec, normalement, il y a un rouleau de PQ quelque part, mais peut-être que, peut-être que je l'ai enlevé juste pour... parce que les premières années n'étaient pas prêts à voir le rouleau de PQ en tant que, en tant qu'outil du paléontologue. Je crois qu'il était là. J'ai dû le retirer. Mais normalement, il y a un rouleau de PQ sur cette image parce que sur le terrain, on en a besoin pour protéger les fossiles, entre autres. Donc voilà. Alors c'est parti pour qu'est-ce que c'est la paléontologie?
Alors d'abord, quelques définitions, évidemment, on ne peut pas faire une série introductive sur les définitions. Donc paléontologie, ah oui, alors en anglais, ils appellent paléontologie, enfin en british, c'est avec un A, et en américain, c'est sans A. Si un jour vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a paléontologie, et des fois il y a paléontologie, c'est parce que les British, en fait, ils ont repris la façon d'écrire à la grecque, alors que les Américains l'ont enlevé. Donc ils l'épellent plus à la française d'ailleurs. Donc la paléontologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux fossiles. Du coup, la définition suivante, c'est mais qu'est-ce donc qu'un fossile? Eh oui, un fossile, c'est une trace de vie ou une trace d'activité laissée par la vie et préservée dans la roche. Et ça, c'est important comme définition parce que ça veut dire que n'importe quelle trace laissée par une activité animale, végétale ou bactérienne est considéré comme un fossile. Donc on va voir un petit exercice juste après ça qui va nous montrer qu'est-ce que ça recouvre finalement comme champ de possible, cette définition. Ces traces de vie, enfin, ouais, ces traces de vie, ces fossiles, n'ont pas à appartenir à des espèces éteintes. Par exemple, il y a des traces fossiles d'Homo sapiens. Donc ce n'est pas forcément relié aux espèces éteintes. Une espèce éteinte peut ne pas être un fossile, comme par exemple les mammouths congelés, c'est-à-dire qu'un mammouth, un os de mammouth qui s'est transformé en roche est un fossile. Par contre, un mammouth congelé, techniquement, n'est pas un fossile. Donc ça, c'est important. C'est très très important à retenir parce que le mammouth congelé, finalement, il est dans le même état que quand il est mort, juste qu'il est congelé maintenant. Mais c'est pas parce que c'est une espèce éteinte que c'est un fossile. Par contre, ça reste du champ de la paléontologie puisqu'il appartient à une espèce éteinte qu'on retrouve par ailleurs sous forme de fossile. Donc bon, juste pour dire que comme toutes les définitions, elles tentent d'établir des barrières solides, mais que ces barrières sont extrêmement poreuses. Après, c'est tout. Et une petite justification, encore une fois, je donne un point de vue africain et particulièrement sud-africain sur la paléontologie. J'utilise du vocabulaire anglais dans ce cours. D'une part parce que je ne parle pas un broc de langage locaux, et d'autre part, je parle à peine anglais d'ailleurs. Mais donc j'utilise le vocabulaire anglais, surtout parce qu'il n'y a pas de vocabulaire dans les langues locales. C'est-à-dire l'Afrikaans en Afrique du Sud, ils ont quelques mots pour parler des fossiles, mais ces mots sont directement dérivés de l'anglais. Et puis les langues locales, pour le coup, on pourrait dire indigènes, là, elles n'ont aucun mot. Par exemple, fossile, ça se dit Amantambo, Amadala, Atolakala, Emalabatini. Et encore, je ne fais pas les clics. Tout ça, c'est un fossile. Et en dessous, là, c'est un os de dinosaure. Donc, bon, je vais même pas essayer. Hein, là, pour le coup, c'est limite, c'est limite une insulte de m'entendre prononcer ça. Généralement, je demande à un étudiant zoulou, parce que c'est du zoulou, je demande à un étudiant, je demande s'il y a un zoulou dans la salle, et généralement, il lève la main, et là, je leur dis, est-ce que tu peux prononcer ça? Parce que moi, je ne vais pas essayer, c'est une insulte. Les étudiants m'ont eux-mêmes dit qu'ils préféraient ne pas m'entendre le prononcer que de me voir essayer. Donc apparemment, c'est un vrai massacre quand je le dis. Et donc le registre fossile, maintenant, troisième définition, le registre fossile, donc c'est le registre de toute la vie ancienne et de son évolution à travers les âges géologiques. Donc c'est l'ensemble des fossiles qu'on retrouve fossilisés dans les temps géologiques. Donc voilà, les trois définitions, les trois grandes définitions. Qu'est-ce que la paléontologie? C'est la science des fossiles. Qu'est-ce qu'un fossile? Une trace de vie préservée dans la roche, ou même d'activité de vie préservée dans la roche. Et le registre fossile, c'est l'ensemble de tous ces fossiles. Donc maintenant, la distinction qui pique. La distinction entre paléontologie et archéologie. Donc archéologie, d'ailleurs, ça s'applique, le coup du AEO s'applique aussi à archéologie. Donc là, c'est appelé à l'américaine, mais on peut aussi l'appeler à la british. C'est donc l'archéologie, c'est l'étude des produits culturels. Donc, techniquement, ceci est du registre de l'archéologie, cela est du registre de la paléontologie. Pourtant, toutes les deux sont des traces d'activité d'Homo sapiens. Ceci reste une trace de l'activité d'Homo sapiens. C'est Homo sapiens qui a produit cet artefact. Donc c'est un outil en pierre
C'est Homo sapiens qui a produit cet artefact, et pourtant, on ne considère pas ça comme étant du domaine de la paléontologie. On considère ça comme étant du domaine de l'archéologie. Donc là, pour le coup, ça ferait presque de l'archéologie un sous-domaine de la paléontologie, mais là, on parle évidemment de l'archéologie très ancienne, de l'archéologie paléolithique. Évidemment, l'archéologie moderne, voilà, si vous vous occupez des châteaux médiévaux, je veux dire, typiquement, vous n'êtes pas une sous-discipline de la paléontologie, évidemment. Mais tout simplement parce que ce n'est pas fossilisé. Mais là, pour le coup, c'est un produit de l'activité humaine, donc techniquement, on peut appeler ça un fossile. Et pourtant, c'est du domaine de l'archéologie. Et ça, par contre, c'est certainement l'individu, donc c'est un Homo sapiens, enfin c'est Homo heidelbergensis ou Homo elmei, qui vivait à l'époque du Middle Stone Age, donc de l'âge de pierre moyen, et qui fabriquait des outils comme ça. Mais lui, par contre, ce crâne, il est du registre de la paléontologie, parce que c'est la trace de vie elle-même. C'est pas la trace de la, c'est pas un artefact produit de la culture humaine. Donc là, et là, c'est là où ça devient compliqué, et c'est là où on voit la limite de ces définitions. Je veux dire, on va pas faire comme s'il y avait des définitions bien carrées et qu'il fallait les suivre. Non, on va tout de suite jouer carte sur table. Ces définitions sont poreuses, et là, par exemple, vous avez un Homo sapiens, donc je crois que c'est un Homo sapiens qui a été trouvé en Palestine, qui est très bien préservé. Et vous voyez donc, c'est une tombe. Donc la tombe elle-même est un produit culturel, mais le squelette lui-même n'est pas un produit culturel, donc c'est une trace de vie. Donc le squelette lui-même est du domaine de la paléontologie, la tombe en elle est du domaine de l'archéologie. Et c'est juste pour dire que voilà, bon, en général, ça va finir dans les mains d'un archéologue, de toute façon, puisque la tombe, l'ensemble de la sépulture est du domaine de l'archéologie. Mais voilà, c'est juste pour dire que c'est très poreux, évidemment, et qu'il n'y a pas de limite extra solide. Et pour vous montrer ça, on va faire un petit jeu après qui va illustrer tout ça. Donc la paléontologie, il y a un bon moyen, généralement, il y a un moyen qui marche à 95% des cas. Évidemment, là, je viens de vous montrer les 5% qui se chevauchent, mais à 95% des cas, la paléontologie, c'est tout entre 3,8 milliards d'années et 3,3 millions d'années. Et l'archéologie, ça concerne que les 3,3 millions d'années restants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paléontologie dans 3,3 millions d'années restants, mais ça veut dire que l'archéologie, son terrain de jeu, il est là. C'est-à-dire les premiers artefacts lithiques, 3,3 millions d'années, les premiers outils, en gros, qui sont trouvés au Kenya il y a 3,3 millions d'années. Donc ça commence là, en fait. L'archéologie, ça commence tout près du zéro, là. Et tout ça, ici, c'est le terrain de jeu du paléontologue. Et il n'y a aucune chance d'avoir de l'archéologie là-dedans. Donc c'est juste pour... ça marche, comme je disais, à 95%. Le truc, c'est que les 3,3 millions d'années qui restent, là, ils sont très riches en fossiles. On y trouve des fossiles d'humains, de mammifères, de tout ce que vous voulez, de requins. Donc ils sont très riches en fossiles, donc ils sont toujours très riches en paléontologie. C'est pas parce que le registre archéologique commence à 3,3 millions d'années que le registre paléontologique s'arrête. Pas du tout. Tant qu'il y a des fossiles, il y a de la paléontologie. Par contre, si vous êtes à plus de 3,3 millions d'années, il n'y a aucune chance que vous ayez de l'archéologie. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc une notion très importante pour les géologues que sont mes étudiants, c'est la notion de taphonomie, c'est-à-dire comment les fossiles se forment. La taphonomie, c'est l'étude du processus de fossilisation. Donc comment les choses deviennent fossilisées. Donc généralement, une fois de plus, c'est un scénario qui couvre 60 à 80% des cas. Généralement, l'eau va avoir une énorme importance. Ça ne va pas être un élément décisif systématiquement, comme par exemple les fossiles préservés dans l'ambre. Là, il y a zéro intervention de l'eau, hein, c'est l'ambre qui fait tout le travail. Mais dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est qu'un organisme va mourir, va être recouvert d'eau, et cette eau, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va ramener des sédiments. Parce que la plupart des gens sont très au courant que l'eau est un facteur déterminant dans la fossilisation, mais on se demande réellement pourquoi. Donc l'eau est déterminante parce qu'elle amène avec elle des sédiments. Elle amène avec elle de la terre, de la boue. Et notamment, ce qui va être très fossilifère, c'est ce qu'on appelle les plaines d'inondation, qui occasionnellement vont recouvrir tous les cadavres de la plaine
avec une énorme vague de boue, et tout ça va se retrouver enterré. Donc l'eau est un processus naturel qui va enterrer les organismes. Et en étant enterré de cette façon, alors va commencer un processus de fossilisation, ce qu'on appelle la diagénèse, qui commence généralement au bout de 1 million d'années. Encore une fois, avec des variations. La diagénèse est beaucoup plus rapide dans une fontaine pétrifiante. Là, ça prend que quelques années. Donc une question aussi qu'on me pose souvent, c'est combien de temps il faut pour former un fossile? Ça dépend de votre environnement. Dans la formation Hell Creek au Canada, pas au Canada, en Amérique, enfin aux États-Unis, je veux dire. Le Canada, ça fait partie de l'Amérique. Donc, dans la formation Hell Creek aux États-Unis, on retrouve encore de l'ADN dans les os. Donc, ça veut dire que là-bas, le processus de fossilisation est extrêmement lent. On retrouve encore de l'ADN, on retrouve encore du collagène, et pourtant, les os sont des os de dinosaures de 70 millions d'années. À côté de ça, vous pouvez aller dans des endroits qui n'ont même pas 40 millions d'années, par exemple, et où là, il n'y a plus une seule trace d'ADN. Par exemple, le lutétien à Paris, par exemple. Donc, les affleurements de lutétien à Paris, vous pourrez toujours chercher de l'ADN dans les coquillages, il n'y en a plus. Et puis, à 200 km de là, dans la Marne, vous avez un endroit où on retrouve des coquilles du même âge, du lutétien, mais dans lequel la nacre est préservée. Donc la nacre, normalement, c'est un tissu mou, ça ne se préserve pas. Là, pour le coup, la nacre est préservée. Donc, vous voyez, c'est très, très variable. Ça dépend vraiment de l'environnement de préservation, quoi. C'est extrêmement variable. Et comme je vous disais, ça peut aller de quelques années. Si vous êtes dans une fontaine pétrifiante, ça peut prendre juste une dizaine d'années. Et la fontaine pétrifiante va pétrifier vos organismes et laisser une trace derrière, qui sera plutôt un moulage d'ailleurs de l'organisme que l'organisme pétrifié lui-même. Mais là, ce que vous voyez à l'écran, la pétrification des os eux-mêmes, ça peut prendre plusieurs millions d'années, et même au bout de 70 millions d'années, ne pas être encore complet. Et ça prend au moins, et ça commence à peu près 1 million d'années, quoi. Voilà, ça commence à peu près à 1 million d'années, et ça dépend beaucoup, encore une fois, de l'eau. S'il y a des flux d'eau importants dans la roche, donc l'eau bouge très lentement dans la roche, mais elle flue. Vous avez la nappe phréatique qui monte et qui descend, mais aussi la nappe phréatique qui bouge. C'est comme la nappe phréatique, c'est comme une rivière qui s'écoule dans la roche. Et donc cette eau qui s'écoule dans la roche, elle transporte des minéraux, et ces minéraux, en fait, par porosité à l'intérieur de l'os, vont remplacer l'os, en fait. Donc c'est une recristallisation, entre guillemets, qui va se produire. Et enfin, le dernier processus, c'est l'érosion. Et c'est un facteur extrêmement important, l'érosion, parce que sans elle, on n'accéderait jamais à tout ça. Donc, les fossiles, on les trouve souvent déformés, justement parce qu'ils ont été déformés par des processus de formation de montagnes, de soulèvement des plaques tectoniques. Donc, ils sont déformés, et ça énerve tout le monde, parce que du coup, ils n'ont plus leur forme originale et tout ça. Oui, mais le problème, c'est que sans ce soulèvement par les plaques tectoniques, l'érosion n'aurait pas lieu. Ces fossiles, ils resteraient sous des kilomètres de roches, et tout ce qu'on verrait, s'il n'y avait pas de formation de chaînes de montagnes et de collines par les processus géologiques, notre seule chance de trouver des fossiles, ce serait de trouver des fossiles très récents, d'âge quaternaire, parce que le monde serait plat, et on n'aurait que la couche géologique la plus récente à l'affleurement, quoi. Sauf quand il y aurait une rivière, à la limite. Mais c'est tout, quoi. Donc l'érosion est un facteur déterminant aussi dans la recherche de fossiles. Sans érosion, on ne peut pas exposer les roches les plus anciennes. Voilà. Donc on n'aurait pas accès aux fossiles les plus anciens. Donc encore une fois, importance de l'eau, puisque l'eau est un facteur d'érosion critique, une fois de plus. L'eau, le vent sont des facteurs d'érosion extrêmement importants. Et donc le moment où l'os se transforme en fossile, donc là on est vraiment sur du vertébré, enfin sur de l'étude des vertébrés, mais évidemment ça marche aussi avec les coquillages. Le moment le plus critique de ce processus, c'est le moment qu'on appelle la diagénèse, donc c'est le moment où les flux d'eau vont remplacer la matière organique par la matière minérale. Donc c'est le moment où l'organique devient minéral, et c'est ça qui va définir le fossile, c'est la teneur en minéraux à l'intérieur du fossile. Donc encore une fois, ça peut être très variable. Ça peut être extrêmement variable, donc il faut encore une fois garder à l'esprit qu'il n'y a pas un pourcentage
a pas un pourcentage de matière organique remplacée par de la roche qui nous fait dire hey, maintenant c'est un fossile, avant ça ne l'était pas. Non, vous avez des subfossiles qui sont des os en cours de fossilisation, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement minéralisés, mais ils le sont pas tant que ça, quoi. Et généralement, c'est des fossiles qui datent du Quaternaire. Et vous avez aussi des fossiles qui ont été minéralisés, mais qui ensuite ont été déminéralisés. Par exemple, dans les grottes. Dans les grottes, les fossiles sont minéralisés dans la brèche par la calcite qui coule dessus, donc c'est un processus très rapide pour le coup, à l'échelle des temps géologiques. Hein, quelques centaines de milliers d'années suffisent à transformer un os en roche, vu qu'il y a activement de la calcite qui se dépose dessus et dedans. Donc, mais après, ces fossiles, quand ils sont érodés, ben, ils se déminéralisent, la calcite disparaît. Et donc là, vous n'avez plus que de la poussière qui tient ensemble que par les maigres restes de minéraux qui restent à l'intérieur. Donc, ça, voilà, faut garder un esprit ouvert avec ces définitions, évidemment. Alors là, on va pouvoir commencer le jeu de est-ce que c'est de la paléontologie ou est-ce que c'est de l'archéologie? Donc on commence avec ces petits poissons. Donc là, je vous laisse débattre entre vous. Donc ces petits poissons, ils sont écrasés contre la roche. Il n'y a pas vraiment besoin d'être un paléontologue pour voir que c'est des poissons. Il y a du tissu mou préservé, c'est très joli, mais est-ce que c'est un fossile ou est-ce que c'est pas un fossile? Voilà, c'est pas est-ce que c'est un fossile ou pas, c'est est-ce que c'est du registre de l'archéologie ou est-ce que c'est du registre de la paléontologie. Donc vous avez la date ici, 270 millions d'années. Donc vous pouvez revenir en arrière sur le cours et voir dans quelle catégorie ça tombe. Voilà, ceci est un crâne de dinosaure, Heterodotosaurus, 200 millions d'années. Pareil, est-ce qu'on est dans le registre de la paléontologie ou de l'archéologie? Vous pouvez mettre les réponses en commentaire, tiens, ça pourrait être marrant. Je mettrai un petit pouce bleu si vous avez tout bon, et puis si vous n'avez pas tout bon, eh ben, il n'y aura pas de petit pouce bleu. Voilà. Je ne mets pas des petits pouces vers le bas parce que c'est pas gentil les pouces vers le bas. Il faut arrêter de mettre des pouces vers le bas, ça brise les cœurs des gens. Donc si vous avez tout bon, je mettrai un pouce vers le haut. Si vous ne voyez pas un petit pouce vers le haut, c'est probablement que vous n'avez pas tout bon. Je lis la plupart des commentaires, donc si vous ne voyez pas de pouce, c'est certainement que je l'ai lu et que vous n'avez pas tout bon et qu'il faut refaire. Donc voilà. Donc cette empreinte de dinosaure, empreinte de Tyrannosaurus rex, 70 millions d'années, est-on du domaine de la paléontologie ou de l'archéologie? Haha, un mammouth congelé. Donc c'est pas un fossile. Mais est-ce que c'est du domaine de la paléontologie ou de l'archéologie? On en a parlé. Donc vous pouvez répondre. Et maintenant, pareil, ceci n'est pas un fossile. Ceci est la momie de Ramsès II. Alors, est-on du domaine de l'archéologie ou est-on du domaine de la paléontologie? Bonne question. Alors, ici, c'est une de nos étudiantes, Moteng, et elle tient un petit crâne d'un Kysteképhalus de 257 millions d'années. S'agit-il ce fossile est-il du domaine de l'archéologie ou de la paléontologie? Sachant que Moteng le tient dans sa main, est-ce que le fait qu'un Homo sapiens tienne un fossile dans sa main change le domaine de compétences qui est nécessaire pour examiner ce fossile? La bonne grosse question. Ce crâne de babouin qui a encore un petit peu de viande, comme vous pouvez le voir, est-il du domaine de la paléontologie ou de l'archéologie? Peut-être qu'il y a un piège. Australopithecus, 3,7 millions d'années, donc là c'est Littlefoot. Littlefoot est-il du domaine de l'archéologie ou de la paléontologie? Et enfin, on va terminer avec un gros piège. Ces os qui ont été taillés en outils. Alors, en tant qu'outils, sont-ils du domaine de la paléontologie ou de l'archéologie? Et en tant qu'os, maintenant, vous voyez que la lettre a changé, on est passé de I à J. En tant qu'os, sont-ils du domaine de l'archéologie ou de la paléontologie? Sachant qu'ils ont 20 000 ans. Celui-là, c'est un piège. Voilà. Donc, j'attends vos réponses dans les commentaires. On va bien voir si le jeu vous intéresse, évidemment. Maintenant, on passe aux différents types de fossilisation, puisque, comme je vous l'ai dit, je vous ai présenté le type de fossilisation le plus courant,
celui où un squelette ou un organisme quelconque laissait ses parties dures et les parties dures étaient enfouies grâce à l'eau et étaient transformées en roche grâce encore une fois à l'eau, mais ce n'est pas le seul type de fossilisation qui existe, il y a plusieurs types de fossilisation. On ne va pas tous les voir en détail évidemment, mais c'est bon de les connaître quand même. Donc premièrement, c'est le remplacement, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que les tissus durs, donc le remplacement, c'est aussi ce qu'on appelle la perminéralisation ou la substitution. Je ne rentre pas dans le détail des deux processus qui sont légèrement différents. C'est vraiment la perminéralisation, c'est le tissu qui se transforme en roche. La substitution, c'est le tissu qui est remplacé par de la roche. Au final, c'est du remplacement, c'est-à-dire que l'organisme, enfin ce qui restait de l'organisme conserve sa forme, mais au lieu que ce soit du tissu organique, maintenant c'est du tissu, c'est plus du tissu, c'est du minéral. Donc, généralement, ce sont les tissus durs qui subissent un remplacement ou une perminéralisation. Généralement, ce sont les tissus durs, comme les dents. Ici, vous voyez, les os. Donc là, vous avez des ossements et des dents sur ce Mésosaurus. Et vous avez le bois. Le bois est un tissu dur et peut être remplacé. Donc c'est typiquement, là, vous avez du bois silicifié. Donc là, tout est dans le mot. Hein. C'est le bois qui a été transformé en silice ou remplacé par de la silice. Donc c'est les tissus durs, généralement, qui subissent ce genre de fossilisation. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré plus tôt. Et c'est vraiment l'eau qui, dans ce cas-là, va jouer un rôle clé dans la dissolution et la dissolution du tissu de base et son remplacement par dépôt d'un nouveau minéral. Donc c'est un processus qui est très complexe, qui est très simple à comprendre, mais qui est très complexe dans le détail. Hein. On en vient à se demander même comment ça tient en fait, comment la morphologie est préservée par ce processus. Bon, c'est simplement parce que le flot d'eau, évidemment, c'est pas un jet d'eau au Karcher. Hein, c'est un flot d'eau qui est très très lent et très très riche en minéral. Donc en fait, il y a le remplacement au niveau moléculaire, j'ai envie de dire, il est presque instantané. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas beaucoup de déplacement. Par contre, vu que vous avez ce flot d'eau qui remplace le minéral en même temps que vous avez des mouvements tectoniques, bah c'est pour ça que les fossiles se déforment. C'est parce que du coup, ce remplacement a lieu en même temps qu'un mouvement, donc du coup, ça déforme vos fossiles. Comme s'ils étaient fondus en fait, mais c'est justement parce que la fossilisation est en cours que ça arrive. Donc les moulages et les moulages et les moules. Donc il y a les moules. Donc voici une moule, un fossile de moule. Et ce fossile de moule, on voit son moule et on voit son moulage. Ouais, j'ai pas pris le meilleur exemple là. En anglais, ça pose pas de problème parce qu'on appelle juste ça un bivalve. Alors donc voici un bivalve, voici le moule du bivalve et voici le moulage du bivalve. Donc ça, c'est le moule de la surface externe et ça, c'est le moulage. Donc c'est la contre-empreinte, si vous voulez, de ce truc-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le moule, ça c'est ce qu'on appelle le moulage. Donc ici, pareil, et ça marche aussi avec les vertébrés. Vous voyez, ici, vous avez le moule de la boîte crânienne et ici, vous avez le moulage de la boîte crânienne. Et là, on voit ce moulage, en fait, c'est du remplissage sédimentaire, comme ici. Hein, vous voyez, vous aviez la coquille et cette coquille a été remplie par du sédiment qui a donné le moulage. Et là, c'est pareil, vous aviez la boîte crânienne. Vous avez un remplissage sédimentaire qui est de la calcite. Vous voyez les cristaux de calcite. Ça, c'est l'autre côté. Ça, c'est l'endocrâne, donc le moulage de la cavité du cerveau. Là, vous avez le côté où vous voyez les petites veines et tout ça qui sont préservées. Et là, c'est l'autre côté, l'intérieur, où ce que vous voyez, c'est la calcite, en fait, qui a rempli la cavité de l'endocrâne. Donc, on voit les cristaux de calcite à l'intérieur. Donc, ça, c'est le moule. Et ça, c'est le moulage. Non, pardon, voilà, je me trompe. Ça, c'est le moulage de la boîte crânienne, ici. Et ça, c'est le moule. Donc, le moule de la boîte crânienne, c'est le crâne lui-même. Donc, le crâne est préservé, au moins à l'avant, la face, et à l'arrière, vous n'avez que le moulage. Donc, un animal dans l'ambre, techniquement, c'est un moule, puisqu'il n'y a rien, c'est une bulle à l'intérieur. Mais c'est une bulle qui est extrêmement bien préservée, qui est extrêmement finement détaillée, mais ça reste un moule.
C'est pas un corps en fait de fossile comme on a pu le voir dans le remplacement. Le remplacement, c'est vraiment le corps de l'objet qui est préservé, alors que là, il y a juste la surface qui est préservée en fait. Il n'y a rien à l'intérieur. Et vous voyez, et ça, c'est pour vous illustrer que les moules ou moulages peuvent être de différentes natures. Donc, le moulage, en fonction du remplissage du moule, peut être fait, par exemple, de matériaux précieux, comme ici, il peut être en émeraude. Donc, ce petit coquillage là qui nous vient d'Amérique du Sud est en émeraude. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le remplacement peut aussi se faire en matériaux précieux ou semi-précieux, comme l'opale, par exemple. Donc, tout dépend en fait de ce que vous avez dans la flotte qui arrive, quoi. Donc là, c'est pareil, ça dépend, tout dépend du contenu de la flotte qui remplit votre moule. Si cette eau est hydrothermale et contient les bons éléments, les bons rapports de silice et de tous des atomes qu'il faut, quoi. Je suis pas chimiste, alors je vais pas me lancer là-dedans, mais voilà, si cette eau contient ce qu'il faut, à la température qu'il faut, à la pression qu'il faut, vous pouvez finir avec des moulages faits de matériaux précieux comme de l'émeraude, par exemple. Je ne connais pas d'exemple de fossiles en or, mais en théorie, ça devrait être possible. Mais comme je le disais, là, dans les moules, il y a cette particularité que vous n'avez pas forcément besoin d'eau. L'ambre en lui-même se solidifie. Alors, il va se transformer en fossile. L'ambre lui-même va se transformer en fossile par les processus qu'on a vus plus haut. Par contre, le fossile de l'animal ici qui nous intéresse, lui, son fossile s'est formé directement dans l'ambre. Donc l'eau n'a pas joué de rôle direct sur la fossilisation de l'animal. Par contre, elle va peut-être jouer un rôle dans la formation de l'ambre. Après, c'est pareil, l'ambre, c'est tout un univers, donc on ne va pas trop se lancer là-dedans. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Par contre, des fois, ça arrive. Oui, il y a aussi ça. Par exemple, Oculudentavis, donc le fameux petit truc qu'on croyait que c'était le plus petit oiseau dinosaure du monde, et finalement, c'est juste un lézard. L'ambre contient le squelette. Donc là c'est un mélange en fait de la fossilisation dans l'ambre et de la fossilisation par remplacement. Encore une fois, les définitions que je vous donne sont des définitions humaines faites par les hommes pour les hommes, enfin faites par des chercheurs pour les chercheurs. Donc, encore une fois, c'est poreux. C'est très très poreux et vous n'aurez aucun mal à trouver un fossile qui tombe dans plusieurs catégories. Typiquement, on va voir ça avec une des catégories qui est, je crois, celle-là, la catégorie des traces fossiles, qui devrait normalement être numérotée 4, mais bref. D'abord les empreintes, mais on va voir qu'avec la catégorie suivante, il y a beaucoup de porosité. Donc les empreintes, c'est juste voilà, aplati, et, et puis voilà, c'est tout. C'est un fin film de carbone ou d'autre chose d'ailleurs, qui se retrouve préservé en 2 dimensions. Donc c'est par exemple le cas des fossiles de Burgess, comme cette Otoya ici, que j'ai eu l'insigne honneur de voir à Burgess. Et c'est le cas de ces feuilles de Glossopteris ici. Donc c'est vraiment juste... et des fois même le film de carbone part, mais laisse l'empreinte du film de carbone. Voilà. Et dans ce cas-là, on est presque à la frontière avec vous voyez, le moulage. Le moule et le moulage. Et puis vous avez les traces fossiles où là, c'est la teuf. Parce qu'avec les traces fossiles, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Donc les traces fossiles, c'est toutes les formes de traces d'activité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de corps fossile, techniquement. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de cadavre à l'intérieur, voilà. C'est juste la trace de l'activité. Donc ça peut être des fesses, donc ce qu'on appelle des coprolites. Vous avez des empreintes, vous avez les terriers, vous avez les œufs. Les œufs sont considérés comme des traces fossiles, mais des fois, justement, ils contiennent des squelettes. Et alors là, on est à la frontière entre la trace fossile et le remplacement, si vous avez un squelette à l'intérieur. Pareil pour les terriers. Les terriers, ici, vous avez des terriers comme celui-là qui ne contiennent rien, et vous avez des terriers qui vont contenir des fossiles, qui vont avoir une chambre terminale qui contient un fossile, et dans ce cas-là, vous avez une trace fossile plus un remplacement. Donc c'est là où je dis que vous avez de la porosité entre les définitions.
Donc les œufs et les nids, évidemment, vous avez des fois plusieurs œufs préservés ensemble pour former des nids. Donc là, vous avez une crotte de T-Rex. Alors, une crotte à Tiburien T-Rex, tout simplement parce qu'elle est trouvée dans les couches où on trouve Tyrannosaurus rex. Elle est de très très grande taille, d'une taille qui correspond au plus grand prédateur local, Tyrannosaurus rex, et elle contient des os. Et ces os indiquent qu'elles appartiennent à un grand prédateur. Donc le plus grand prédateur, à cet endroit-là et à ce moment-là, c'est T-Rex. Et du coup, elles contiennent de l'os. Donc encore une fois, il y a eu remplacement. il y a eu remplacement. Donc cette trace fossile contient des fossiles de remplacement. Vous avez les empreintes, évidemment. Donc là, très jolies empreintes. Les empreintes qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, les traces fossiles en général sont intéressantes parce qu'en fait, ce qu'elles ont en commun. Donc justement, vous pourriez vous demander, mais du coup, c'est quoi la différence entre un fossile de remplacement et une trace fossile? Comment on trace la limite entre les deux, puisque ces traces fossiles peuvent contenir des fossiles de remplacement? La limite, elle est au niveau de qui l'a fait et comment. Ces traces fossiles sont faites par des organismes quand ils sont en vie, et pas quand ils sont morts. C'est la différence avec les fossiles de remplacement. Les fossiles de remplacement, c'est systématiquement des organismes morts ou qui sont morts très rapidement avant de fossiliser. Les traces de vie, enfin les traces fossiles sont des traces de vie. C'est un tyrannosaure rex qui a fait ce caca. C'est un tyrannosaure rex vivant qui a fait ce caca. C'est un dinosaure vivant qui a fait ses empreintes. Et c'est un petit cynodonte vivant qui a fait ce terrier fossile. D'ailleurs, vous voyez, les petites crêtes là que vous voyez, en fait, ce sont les contre-empreintes des griffes du cynodonte quand il grattait la surface. Donc c'est pour ça que ça fait un peu... c'est pour ça que ça fait deux lobes, en fait. C'est parce que vous avez le trou qui a été creusé de chaque côté par chaque bras, en fait. Donc vous avez un lobe d'un côté, un lobe de l'autre, pour chaque coup de griffe qui a été donné. Et si vous comptez, à chaque fois, il y a 4 griffes qui ont donné des coups de griffe sur le côté. Donc ça, c'est un très 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 joli fossile. Très très joli fossile. Donc voilà, c'est des animaux vivants. Enfin, c'est des organismes vivants qui font ces traces fossiles, pas des organismes morts ou en train de mourir. Et c'est ça la grosse différence entre une trace fossile et un fossile classique. Donc c'est littéralement des fossiles vivants. Et puis la dernière catégorie de fossiles où là, on peut avoir de tous les types de fossiles qu'on a déjà présentés, mais qui est unifié par un seul et unique caractère, c'est les microfossiles. Et le caractère qui les unit, c'est qu'ils sont tout petits. Voilà. Il n'y a pas plus à chercher que ça. Je veux dire, hein. Ils peuvent se former par perminéralisation, ça peut être des petites empreintes, ça peut être tout ce que vous voulez. Au final, les microfossiles, c'est des tout petits fossiles. Point. Vous voyez. Donc encore une fois, hein, c'est des définitions faites par les chercheurs pour les chercheurs. Hein. C'est vraiment, faut bien conserver le côté arbitraire de ces fossiles. Et certains ne sont même pas totalement fossilisés. Hein. Les pollens ici que vous voyez, la raison pour laquelle ils sont transparents et légèrement jaunâtres, c'est parce que ce que vous voyez, c'est encore de la protéine. Hein. Donc c'est la protéine, la sporopollénine, on appelle ça la sporopollénine, qui est très très dure. C'est une protéine qui est extrêmement résistante et qui peut résister pendant des millions d'années sans se désagréger en fait. Donc ces pollens-là, techniquement, ne sont même pas des fossiles. C'est encore de la sporopollénine qui est préservée. D'ailleurs, la façon dont on les prépare, c'est qu'on les balance dans l'acide. On balance la roche dans l'acide et on récupère ce qui flotte, en gros. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Amis, amis paléobotanistes qui me regardaient, ne vous énervez pas. Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais voilà, en gros, on les balance dans l'acide, on récupère ce qui flotte, et ce qui flotte, c'est ce qui n'est pas minéral, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive à récupérer ces grains de pollen, parce qu'ils ne sont pas minéraux. Et du coup, l'acide ne leur fait rien. Mais évidemment, vous avez les foraminifères qui, eux, sont fossilisés, et qui tous sont des indicateurs, des marqueurs biostratigraphiques extrêmement importants en plus. Donc non seulement c'est une catégorie qui est un peu flottante, mais en plus c'est une catégorie qui est hyper importante du point de vue géologique et stratigraphique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce que c'est qu'un fossile au final après cette introduction? On peut dire que généralement c'est des tissus durs, mais pas toujours. Des fois il y a des tissus mous. On peut dire que généralement, ça prend au moins 1 million d'années, mais que le processus de fossilisation, de diagénèse, prend à peu près au moins 1 million d'années.
pour transformer la matière organique en matière minérale, mais pas toujours. Et assez souvent, enfin, quelquefois, plus souvent qu'on pourrait l'imaginer, eh bien, on a des préservations de tissus mous. Et dans le cas des vertébrés, on appelle ça, enfin, ça peut être des vertébrés et aussi des invertébrés, dans le cas de Burgess, par exemple. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle de Lagerstätten. Donc, c'est le mot allemand pour préservation exceptionnelle. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit, pour être tout à fait honnête. C'est juste, voilà, les préservations Lagerstätten, c'est les préservations où vous avez tout qui est conservé en fait. Alors après, vous avez différents types de Lagerstätten. Encore une fois, on va pas plonger là-dedans, mais vous avez les Lagerstätten qui préservent les os en articulation. Vous avez les Lagerstätten qui préservent les tissus mous. Vous avez différents types de Lagerstätten. Mais voilà, en général, quand vous avez une préservation qui est exceptionnelle, vous avez un Lagerstätten. Selon certaines définitions du Lagerstätten, le site d'Anjac-Charente est un Lagerstätten parce que les os sont peut-être pas préservés en articulation, on n'a peut-être pas de tissu mou, mais la façon dont les os sont préservés, ils sont vraiment super bien préservés. Voilà. Donc pareil, il y a tout un panel de définitions pour Lagerstätten, mais globalement, quand une conservation est exceptionnellement bonne, on appelle ça un Lagerstätten. Et quand vous avez de l'ADN, typiquement. Donc, si vous avez de l'ADN, comme par exemple c'est le cas, on retrouve de l'ADN, enfin, on retrouve de l'ADN par exemple dans les glaces de Sibérie, on peut appeler les glaces de Sibérie des Lagerstätten. Alors pourtant même que c'est même pas du fossile, vous voyez, c'est Wouh c'est un peu la fête. Les définitions, c'est toujours pareil, c'est très compliqué à gérer. Évidemment, je ne pars pas dans tous ces points de détail quand je suis avec mes étudiants en première année. Là, c'est juste parce qu'on est entre nous. Et voilà, on a déjà eu ensemble des cours de niveau masters. On a dépassé ce niveau où on se contente des définitions sans parler de leurs limites, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc là, par exemple, le carou d'Afrique du Sud n'est pas universellement considéré comme un Lagerstätten, et pourtant, on y trouve ce fossile. Donc, c'est un Lystrosaurus, et ce Lystrosaurus, vous pouvez voir, a de la peau. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant avec ce Lystrosaurus, c'est que cette peau fossilisée n'a pas de poils. Ce qui, pour un synapside, enfin pour un thérapside d'ailleurs, dans ce cas-là, donc un reptile mammalien, est plutôt surprenant, mais il n'y a pas de poils sur la peau de ce Lystrosaurus. Donc, il avait la peau nue comme un petit cochon. Comme un petit cochon. Voilà. Et donc pourtant le carreau n'est pas considéré comme un Lagerstätten. Bon, voilà. C'est la grande magie des définitions. Alors on ne peut pas faire une introduction à la paléontologie sans au moins un moment tremper les pieds dans la taxonomie. Et ça, c'est une chose que j'aime pas du tout. Parce que la taxonomie, c'est compliqué. C'est la classification des espèces, hein, la taxonomie, pour ceux qui ne savent pas. La classification des espèces, c'est très très compliqué, c'est très très subjectif, et au final, ça aide pas beaucoup les étudiants. C'est très utile. J'allais dire, c'est pas très utile, mais si, le problème, c'est que c'est très utile. C'est indispensable de connaître la taxonomie, et c'est indispensable de connaître les limites de la taxonomie. C'est aussi ça le problème. Et le problème, c'est que aborder les limites de la taxonomie, alors même que vous venez de découvrir le mot taxonomie, parce que c'est le cas en première année pour la plupart des étudiants. Hein, je rappelle qu'on est sur des étudiants en géologie, la biologie, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, on est sur des étudiants en géologie, donc la biologie, ils s'en foutent. Donc, quand vous leur parlez de taxonomie, déjà s'ils ont tenu jusqu'à ce niveau-là du cours, c'est vachement bien. Mais alors, quand vous commencez à leur parler de taxonomie, vous leur mettez le final punch, bah, ils sont morts. Donc généralement, j'essaye de simplifier ça au maximum. Donc pourquoi ça s'appelle de la taxonomie? Eh bien parce qu'on parle d'unités qu'on nomme des taxons. Donc l'espèce, le genre, la famille, ce sont des taxons. Ce sont des taxons. Chaque étage de ce grand arbre de classification est un taxon. Toute la vie, c'est le seul truc qui n'est pas un taxon, parce que c'est pas divisé, enfin que c'est pas une division à l'intérieur de la vie, mais par contre chaque division à l'intérieur de la vie est un taxon. Donc les domaines, les royaumes, c'est bizarre d'appeler ça des royaumes, les phylums, les classes, tout ça, ce sont des taxons, et ce sont des petites boîtes imbriquées les unes dans les autres.
et qui permettent de classifier des espèces. Donc, dans un genre, comme le genre, je crois que j'ai mis des exemples après, voilà. Dans un genre comme le genre Homo, vous allez avoir plusieurs espèces, comme par exemple Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. L'espèce est généralement l'unité de base, mais vous pouvez avoir donc, ce qu'on appelle des variétés chez les plantes et ce qu'on appelle des races chez les animaux, ou des sous-espèces aussi, on peut parler de sous-espèces chez les animaux. Mais généralement, l'espèce est considérée comme l'unité de base. Voilà, avec des définitions qui peuvent varier. Mais là, je vous renvoie à ma vidéo sur doit-on dire Homo sapiens neanderthalensis. Donc, j'essaierai de me rappeler qu'il faut que je vous la mette en définition, oui, en description, celle-là, parce que je risque d'oublier. Si j'ai oublié, rappelez-le moi dans les commentaires de mettre la vidéo sur Homo sapiens neanderthalensis pour connaître exactement comment ça marche, le système de comment on fait pour nommer une espèce, et surtout de connaître les limites, encore une fois, et les multiples définitions de l'espèce, parce qu'il y en a plusieurs. Eux, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'en gros, il y a des taxons, et qu'en gros, on les divise entre les taxons de haut rang, à savoir l'ordre, la classe, le phylum et au-dessus, et les taxons de rang, plus bas, donc la famille, le genre, l'espèce. Globalement, je ne joue qu'avec la famille, le genre et l'espèce. J'essaye de toucher le moins possible aux ordres, mais en gros, quand je leur donne un ordre, donc les carnivora et les primates, par exemple, ce sont deux ordres, je leur dis juste que c'est un taxon de haut rang. Voilà. Et quand je leur donne la famille, le genre, l'espèce, là par contre, je leur dis essayez quand même d'être à l'aise avec ça. Les familles, généralement, ça finit par ID. Donc c'est comme ça qu'on les distingue des ordres qui finissent généralement par A. Enfin, des taxons de haut rang d'ailleurs. Les familles finissent par ID, alors que les taxons de haut rang finissent généralement par un A. Sauf primates, évidemment, parce qu'il faut toujours, faut toujours une exception. Mais voilà. Donc les taxons de haut rang finissent par un A, les taxons de rang inférieur finissent par ID ou par autre chose. Voilà. Et généralement, les espèces finissent par un us, sauf Homo sapiens, encore une fois, encore une exception. Mais généralement, les espèces finissent par us ou homme. Enfin bref. C'est ce que j'essaye de leur dire, mais après, voilà, faut qu'ils soient relativement à l'aise avec ce système de taxonomie, comme je leur dis, au moins pour savoir de quoi on parle quand après on parle d'évolution des espèces, puisque la suite de tout ça, ça va être l'évolution des espèces. Donc il faut quand même qu'ils aient une idée, voilà, de quoi ça parle. Donc voilà, comme j'ai dit, ça va très très vite. Ça va très très vite la taxonomie. Donc les classifications sont arbitraires, elles sont faites par les gens. Et for convenience, là, donc ce que j'ai écrit, c'est par les gens pour être pratique. Donc il n'y a pas à être un grand, comment dirais-je, il y a des gens qui sont capables de faire des grands cas d'erreurs de classification, mais les erreurs de classification, enfin comment dire, on va prendre un exemple tout simple, voilà, on va plutôt prendre un exemple plutôt que d'essayer d'expliquer, prenez par exemple le superordre des thérapsides, donc Therapsida. Il est lui-même contenu dans un ensemble plus grand qui s'appelle les Synapsida, qu'on ne peut pas du coup appeler un super-ordre. Voilà, donc déjà là, il y a un problème. Mais le superordre des Therapsida est contenu dans un super-ordre, ce qui n'existe pas, qui s'appelle les Synapsida. Et à l'intérieur des Therapsida, on trouve des ordres. Donc ces ordres, ce sont les Dinocéphalia, les Biarmosuchia, les Anomodontia, les Pterocéphalia et les Cynodontia. Sachant que les cynodontes, donc les cynodontes et les ptérocéphales, sachant que les cynodontes et les ptérocéphales, ensemble, forment ce qu'on appelle les euthériodontes, les euthériodontia. Donc euthériodontia, c'est censé être une unité de classification entre le superordre et l'ordre. Alors qu'est-ce que c'est? Bonne question. Et à l'intérieur des cynodontia, on trouve l'ordre des cynognathia, on trouve le sous-ordre, pardon. Donc à l'intérieur de l'ordre des cynodontia, on trouve le sous-ordre, je remets la bonne diapo là pour que vous suiviez là. On trouve le sous-ordre des cynognathia et le sous-ordre des Probenognathia. Et à l'intérieur du sous-ordre des Probenognathia, on trouve Mammalia.
Alors, si vous suivez un peu là le schéma, vous avez l'ordre des cynodontes, vous avez un sous-ordre qui s'appelle les probénognates. Donc là, si on descend encore d'un cran, on est à la famille. Les mammifères, c'est pas juste une famille, hein. Les mammifères, à l'intérieur, vous avez quatre. Attends. Du coup, est-ce que c'est des ordres? Est-ce que c'est des classes? Non, du coup, Mammalia, c'est censé être une classe. Ben voilà, en plus, elle est là, Mammalia. Donc, Mammalia, c'est censé être une classe. Sauf que cette classe fait partie d'un sous-ordre des thérapsides. Alors, est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'il faut que j'explique plus pourquoi la taxonomie, c'est arbitraire et j'aime pas? J'aime vraiment pas tremper là-dedans. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi j'utilise juste rang élevé, rang inférieur, parce que autrement, on patauge. On patauge. C'est une horreur. C'est une horreur. Et il faut en plus vous imaginer que tout ce beau monde fait partie des tétrapoda. Hein, les tétrapodes, qui est censé être soit un phylum, soit une superclasse, j'en sais rien. Mais les tétrapodes, c'est pareil, c'est juste un sous-groupe des sarcoptérygiens. Et les sarcoptérygiens, c'est juste un ordre parmi les poissons. Donc voilà, c'est un peu le problème des classifications, c'est qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour être manipulées de cette façon. Donc il faut connaître, il faut savoir, il faut être relativement à l'aise, au moins avec, comme je vous ai dit, les ordres supérieurs et les ordres inférieurs. Et à l'intérieur des ordres inférieurs, au moins savoir famille, genre, espèce. Mais non, c'est trop compliqué. Donc voilà, et l'espèce, donc la limite, c'est l'interfécondité. Finalement, je la donne quand même, cette définition, mais c'est juste pour la contraster, justement, c'est la définition de l'espèce moderne pour pouvoir la contraster avec la définition d'une espèce fossile. Encore une fois, je ne donne cette définition de l'espèce moderne que pour dire la limite, c'est l'interfécondité, donc la capacité de deux espèces à faire un petit qui lui-même soit fertile. Donc par exemple, ici, vous avez un zonki, qui est un zèbre et un âne, donc un zébrane, un zan, je ne sais pas comment on dit en français. J'aime bien le nom anglais, zonki, c'est un mélange de zébra et de donkey. Donc ce zèbre donkey, il est pas fécond normalement. Bien que chez les zèbres et les ânes, des fois on ait des hybrides qui soient féconds. Mais bref, normalement, c'est là que se trouve la limite entre les espèces modernes. Le problème, c'est que de toute façon, cette limite, on ne peut pas l'appliquer aux fossiles, puisqu'on ne saura jamais si les espèces dont on parle chez les fossiles sont interfécondes ou pas. Donc, on va juste considérer pour les fossiles que deux individus appartiennent à une espèce séparée s'ils sont suffisamment différents du point de vue anatomique. Et dans le cas du zèbre et de l'âne, les différences anatomiques sont ténues, mais elles existent un peu quand même. Donc on en ferait quand même deux espèces, si c'était des fossiles. On en ferait quand même deux espèces. Un exemple typique, encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur Homo sapiens neanderthalensis. C'est justement Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Les deux sont considérés comme des espèces bien séparées par les paléontologues, parce que morphologiquement, il n'y a pas à tortiller du cul, ils sont séparés. Par contre, on sait qu'ils étaient interféconds. Donc, d'un point de vue de la définition de l'espèce moderne, on devrait les considérer comme la même espèce. Et il n'y a pas de bonne solution. Encore une fois, je l'explique avec Homo sapiens dans l'autre vidéo, il n'y a pas de solution magique qui marche à tous les coups. À partir du moment où vous avez plusieurs définitions possibles et qui se valent autant les unes que les autres, parce que je le rappelle, la définition des espèces modernes ne peut pas s'appliquer aux espèces fossiles, est inapplicable. Donc la définition que j'utilise, la limite est la morphologie, c'est la meilleure définition de l'espèce qu'on ait pour l'appliquer au registre fossile. Il n'y a pas de meilleure définition que ça. Donc toutes les définitions se valent, toutes les définitions ont leurs avantages et leurs inconvénients, et à partir du moment où vous avez n supérieur à une définition, ben c'est fini, c'est le bordel. Voilà. Donc on va quand même essayer de calquer le plus possible ce concept d'espèce fossile au concept d'espèce moderne en comparant justement si la variabilité entre les deux individus en question
enfin en comparant si les variations morphologiques entre les deux individus sont équivalents à des variations morphologiques qu'on verrait chez deux espèces modernes. Mais par exemple, le zèbre et l'âne ne sont pas deux espèces séparées, aussi bien séparées morphologiquement que le sont le chimpanzé et l'homme, par exemple. Le chimpanzé et l'homme, morphologiquement, il n'y a pas à tortiller. Le zèbre et l'âne, c'est beaucoup plus difficile de faire la différence entre les deux. Voilà. Donc, et pourtant, tout ça, c'est considéré comme deux espèces différentes. Enfin, pour le coup, le zèbre et l'âne, ce sont deux espèces différentes du genre Equus. Alors que l'homme et le chimpanzé, ce sont aussi deux espèces différentes. Alors, ils ne font pas partie du même genre, justement parce qu'ils sont très très différents anatomiquement. Mais voilà, la différence génétique entre les deux n'est pas gigantesque non plus. Donc, c'est un débat interminable. C'est un débat interminable. Il faut juste savoir que voilà, la définition de l'espèce, il faut être confortable avec l'idée que de toute façon, faut être à l'aise avec les rangs taxonomiques et il faut être à l'aise avec le fait que ces rangs taxonomiques ne valent pas grand-chose biologiquement. Voilà. Faut que ce soit très clair dans la tête. Le truc, ma phrase de conclusion généralement avec ça, c'est que la seule chose qui doit être claire dans votre tête à ce niveau-là, c'est que on va utiliser des rangs taxonomiques qui veulent pas dire grand-chose. Voilà. En gros, c'est ça. Qui sont susceptibles de changer, de varier en fonction de la littérature que vous lisez, parce que ça aussi, c'est important pour les étudiants de savoir comment interpréter la littérature, notamment comment interpréter les contradictions entre les différentes sources, puisque tous les livres qu'ils vont pouvoir consulter ne vont pas forcément dire la même chose. Il y a beaucoup de livres justement qui vont vous dire que les cynodontes, c'est un ordre, et il y a des livres qui vont vous dire que les mammifères, c'est un phylum ou une classe. Et comment vous réconciliez le fait que les mammifères, c'est une classe, alors qu'il s'agit d'un sous-groupe des cynodontes qui est un ordre? Voilà, tu vois, ça c'est ça c'est ça qui est important pour les étudiants, c'est de comprendre que c'est pas un problème en fait. C'est juste pas un problème. Ça a été créé par convénience, juste pour être utilisable à un instant T par des chercheurs qui s'occupent ou des cynodontes ou des mammifères. Voilà. Sachant que les chercheurs qui s'occupent des deux à la fois, il n'y en a pas tant que ça et qu'ils s'accommodent très bien du problème. Voilà, en ne le mentionnant pas. Parce que de toute façon, ce n'est pas un vrai problème, c'est juste un problème qu'on a créé nous-mêmes en faisant nos classifications arbitraires. Voilà, après avoir bien pataugé dans la taxonomie, ce n'est que 2 diapos et pourtant on y a passé une plombe. On va passer à l'étape qui intéresse réellement les étudiants, c'est comment qu'on utilise les fossiles dans la science et l'industrie. Parce que, je le rappelle, nos étudiants, ils veulent travailler dans l'industrie minière. Pas dans les mines elles-mêmes, évidemment, vous faites pas, vous passez pas à l'université pour aller piocher dans la mine, évidemment. Mais l'industrie minière, elle est très friande de fossiles, normalement, parce que ces fossiles, elles permettent de dater les roches. Et comment elles permettent de dater les roches? Grâce à ce qu'on appelle la biostratigraphie, c'est-à-dire à la corrélation des roches en fonction de leur contenu en fossiles. Et ça va passer par certaines règles, on va dire, certaines lois. Alors on les appelle des lois en anglais, mais j'aime pas utiliser le mot loi parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune exception, alors qu'il y a plein d'exceptions. Une loi, normalement, ne tolère pas l'exception. Alors on pourrait appeler ça des tendances, on va dire. Voilà. La tendance des fossiles similaires. Bon, là, on l'appellera la loi des fossiles similaires, mais comprenez tendance des fossiles similaires, c'est-à-dire que deux roches sédimentaires qui contiennent le même fossile se sont certainement formées au même âge, et donc peuvent être corrélées, peuvent être datées de approximativement la même période. Donc ici, si vous suivez cette huître en bleu, là, vous avez ici plusieurs zones géographiques différentes, donc on peut être dans 4 coins du monde tout à fait différents. Et ici, dans la zone C, vous avez une huître bleue, et dans la zone A, vous avez l'huître bleue qui est plus basse dans la stratigraphie, dans une autre type de roche. Vous voyez que là, c'est une roche qui est litée, alors que là, c'est une roche qui est granuleuse. Là, vous retrouvez votre huître dans une roche litée, et là, on ne retrouve pas d'huître du tout. Bon, on peut au moins dire que cette partie-là et cette partie-là, dans ces 3 zones, sont du même âge.
Et ce qui est intéressant, c'est que systématiquement, au-dessus des huîtres bleues, on retrouve ces petits cônes verts. Et les petits cônes verts, ils sont aussi là, et on les retrouve ici. Donc ça veut dire qu'en fait, la partie des huîtres bleues n'est pas préservée dans la zone D, mais qu'elle est en dessous, en fait. Et tout ça, ça permet d'aligner en fait ces roches de cette façon. Donc ça permet de corréler les roches de différentes zones géographiques. Et ça, c'est très, très, très utilisé dans l'industrie parce qu'on n'a pas toujours les moyens de faire des datations absolues. Donc, les datations absolues, c'est le carbone 14, par exemple, c'est une datation radiochronologique, donc qui utilise la radioactivité. Il y en a d'autres qui permettent de dater des roches plus anciennes, comme le potassium-argon, par exemple. Vous avez des datations qui sont faites des datations absolues qui sont faites grâce à d'autres méthodes. Il y a une méthode qui utilise en fait le fait que les bombardements UV sur la roche vont créer des isotopes et que c'est une fois enterré en fait ce ratio isotopique est conservé ils vont créer des éléments radioactifs, pardon. Et c'est ou est-ce que c'est les UV ou les rayons gamma, je sais plus, mais bref, une fois que la roche est enterrée, en gros, ces éléments radioactifs vont commencer à se désintégrer et du coup, on peut dater l'enterrement de la roche en fait. Donc le moment où une strate est venue recouvrir cette roche. Donc si vous avez un enregistrement continu, normalement, vous avez la date de votre roche. Si vous avez une discordance, là par contre ça marche pas. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. On peut faire ça aussi sur ce qu'on appelle les spéléothèmes, donc c'est-à-dire les concrétions calcaires, les concrétions de calcite dans les grottes. On peut les dater aussi avec d'autres éléments radioactifs. Il y a plein de techniques. Il y a évidemment la technique qui utilise le magnétisme terrestre, les inversions de champ magnétique terrestre, ça aussi, ça permet de dater les roches. Donc voilà. On utilise ça en plus des fossiles, mais surtout, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous allez aux industries, ça leur permet d'économiser de l'argent parce que, par exemple, ici, vous avez la zone C. Dans la zone C, imaginons que ici, ce soit la surface, vous avez cette roche à l'affleurement, donc la roche avec les huîtres bleues. Eh bien, vous allez dater cette roche-là en imaginant qu'il y a un moyen de la dater. Alors, généralement, le meilleur moyen de dater une roche, c'est qu'il y ait une couche volcanique dans la région. Si vous avez une couche volcanique qui est par exemple encastrée à l'intérieur de cette couche qui contient des huîtres, vous allez connaître la date de vos huîtres, parce que les roches volcaniques, elles contiennent des éléments radioactifs intéressants. Vous pouvez utiliser aussi les zircons, qui sont des petits éléments radioactifs localisés dans des cristaux de quartz. Donc, ce qui vous permet les cristaux de quartz, c'est du sable, hein, tout simplement. Donc, ça vous permet de vous affranchir de la nécessité absolue de trouver une couche volcanique, mais ça marche moins bien. Ça marche un petit peu moins bien, les cristaux de quartz, les zircons, mais ça marche quand même un peu. Je veux dire, quand on n'a pas mieux, on s'en contente très bien. Mais voilà, vous pouvez du coup ici dater la roche à huîtres dans la zone C. Et du coup, quand vous retrouvez cette roche à huîtres dans les forages, ici, parce que, encore une fois, la surface, elle est en haut, si vous retrouvez cette roche à huîtres dans les forages de la zone A et de la zone B, bah, vous n'avez pas besoin de redater le forage, en fait. Vous savez déjà que cette zone-là, elle date de la date qu'on a trouvée dans la zone C. Donc, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant, du coup. Ça permet d'économiser de l'argent, parce que les datations, ça coûte cher, tout simplement. Et connaître les dates, c'est important parce qu'on va le voir après, la date de l'âge de votre roche, elle va déterminer la qualité des produits que vous y trouvez. Mais on va reparler de ça après. Donc voilà, ça c'est la loi de corrélation biostratigraphique, c'est-à-dire que vous trouvez le même fossile, ça veut dire que la roche est du même âge. Et évidemment, plus vous avez de fossiles, plus vous avez de chevauchement entre vos fossiles, et mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des fossiles indicateurs ou des fossiles index, qui sont de bons marqueurs stratigraphiques. Alors, il faut 4 ingrédients pour faire un très beau fossile, un très bon marqueur stratigraphique, des fossiles indicateurs de biostratigraphie. Le premier, c'est qu'il faut trouver beaucoup de ce fossile, parce que s'il n'y a qu'un seul exemplaire dans le monde, basiquement, votre fossile ne sert à rien. Le deuxième, c'est qu'il faut que ce fossile se retrouve partout dans le monde, ou dans une large zone géographique. Encore une fois, si votre fossile est très abondant que dans un seul coin du monde, on s'en fout. Ça ne permet pas de faire des corrélations à grande échelle.
Ça va permettre de faire des corrélations dans votre petit bassin à vous, là, de 40 km², mais bon, c'est moyennement intéressant. Autant que faire se peut, ce fossile doit avoir une vie courte, à savoir une existence courte. Si vous avez un fossile voilà, si prenons la famille des sélacantes, par exemple, qui se trouve du Dévonien jusqu'à aujourd'hui, trouver un fossile de sélacante, ça va pas beaucoup nous aider, parce qu'il couvre une région stratigraphique un peu large. Voilà. Par contre, vous trouvez un mégalodon, là, tout de suite, ça rétrécit le champ des possibles. C'est soit du Miocène supérieur, soit du Pliocène. Voilà. Enfin, c'est soit de la deuxième moitié du Miocène, soit du Pliocène. Donc, mégalodon, c'est un meilleur marqueur stratigraphique que le sélacanthe. Les trilobites sont très utilisés comme marqueurs stratigraphiques, déjà parce qu'on trouve des trilobites que pendant le Paléozoïque. Donc, quand vous trouvez un trilobite, vous êtes déjà à peu près sûr que vous êtes dans le Paléozoïque et pas dans le Mésozoïque ou le Cénozoïque. Et après, les trilobites eux-mêmes ont évolué très vite et se sont succédés très vite. Donc, ça fait des très bons marqueurs stratigraphiques. Et enfin, il faut que ce fossile soit identifiable. Et notamment quand il est partiel, parce que les fossiles, ça ne préserve pas toujours très bien. Donc, si vous pouvez identifier votre fossile, même quand il n'est pas entier, c'est encore mieux. Par exemple, les dinocéphales sont de très bons marqueurs stratigraphiques. Pourquoi? Parce que leurs os sont d'une épaisseur considérable et que dans le Permien, il n'y a aucun autre animal qui a une épaisseur d'os équivalente. Même dans le Paléozoïque en général d'ailleurs. Paléozoïque et même au début du Trias, il n'y avait pas d'animaux avec une épaisseur d'ossement. Donc, si vous trouvez un os énorme, hyper épais, hyper dense, vous êtes à peu près sûr qu'il appartient à un dinocéphale et que du coup, votre roche, elle date du Permien moyen. Alors, avec d'autres fossiles indicateurs, évidemment, pour essayer de soutenir votre hypothèse, évidemment. Tout ça, c'est des hypothèses de corrélation que vous faites, et plus vous avez de fossiles indicateurs, et voire même de dates faites par datation absolue, plus vous êtes proche de la vérité, on va dire. En tout cas, plus vous avez une image cohérente. Par contre, si vous avez des fossiles qui vous renvoient une image pas cohérente du tout, bah, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et ça, c'est aussi un truc que j'essaie de dire aux étudiants, parce que évidemment, après, on fait des entraînements, des TP. Et quand ils ont des identifications de fossiles qui donnent deux âges qui sont complètement contradictoires, j'essaie de leur dire, mais me rends pas ta copie comme ça. Me rends pas ta copie comme ça avec deux identifications dont tu sais qu'au moins une des deux est fausse. Essaye de voir laquelle des deux est fausse, au moins. Si tu trouves deux âges complètement différents dans la même roche, c'est qu'il y a un problème. Donc, soit il y a du remaniement, et dans ce cas-là, tu cherches des indices de remaniement. Donc, le remaniement, c'est quand un vieux fossile remonte. Et dans ce cas-là, tu prends le plus vieux des deux et tu essayes de voir si le plus vieux des deux, il n'est pas super érodé, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut se former. Le remaniement, c'est le camarade de Valéoraptor pourra vous en parler. Hein, on retrouve des dents de dinosaures dans des roches du Miocène, donc des roches cénozoïques. Les dinosaures, normalement, ils ont disparu depuis au moins 30 millions d'années à ce moment-là, voire plus. Mais on retrouve quand même des dents de dinosaures dans ce Miocène. Mais ces dents, elles sont super érodées et elles sont fossilisées d'une façon différente. On voit que le processus taphonomique qui a fossilisé ces dents est complètement différent du processus taphonomique des fossiles qui, eux, datent réellement du Miocène. Et les fossiles du Miocène ne sont pas érodés, eux, ou le sont moins. Donc, vous voyez, faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas juste se contenter de dire, voilà, tiens, ce fossile-là, il date du Mésozoïque, ce fossile-là, il date du Miocène. Bon, c'est ou du Mésozoïque ou du Miocène. C'est pas comme ça que ça marche. La façon dont ça marche, c'est que ta roche, elle doit être du Miocène, et soit tu t'es planté sur ton truc du Mésozoïque, soit c'est du remaniement, soit c'est ton truc du Miocène où tu t'es planté d'ailleurs. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est un processus d'essai-erreur, et puis jusqu'à ce qu'on obtienne une image cohérente, et cohérente aussi avec les datations absolues. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, ça avance, mais petit à petit. Ça ne se fait pas magiquement. C'est un processus d'essai-erreur qu'on essaye d'inculquer aux étudiants. D'abord obtenir une image cohérente et puis voir si c'est cohérent avec quand on y rajoute de nouveaux fossiles. À chaque fois qu'on découvre un nouveau fossile dans une région dont on croit connaître l'âge, c'est un coup de dé. C'est-à-dire que soit on a raison, c'est le bon âge
et on va trouver un fossile qui est cohérent avec cet âge-là, soit bah, ce n'est pas le cas, et puis il va falloir se remettre en question. C'est pour ça que quand vous avez les créationnistes qui vous font des grands discours sur, voilà, les déluges bibliques et tout ça, qui ont remélangé toutes les couches, oui, t'expliques comment les trucs sont finis enterrés, mais t'expliques pas comment ça se fait qu'ils sont organisés dans une séquence cohérente. C'est pour ça que ça rend un peu fou, ça me rend un peu fou furieux, parce que ça veut dire que enfin, pour être créationniste, il faut nier complètement l'existence de ces fossiles indicateurs, et pour nier l'existence de ces fossiles indicateurs, il faut nier l'existence de la gravité. Parce que c'est la gravité qui empile les couches. Et c'est la gravité qui donne cette cohérence. C'est parce qu'à un instant T, un animal qui meurt, il tombe sur le fond. Voilà, il tombe sur le fond ou sur le sol, et c'est là qu'il fossilise. Donc, si vous partez du principe qu'il y a des successions de roches, mais que soi-disant elles n'ont aucun sens parce que de toute façon tout a été mixé par le grand déluge biblique ou je sais pas quoi, bah, c'est pas ce qu'on voit. Donc vous niez l'existence de la gravité. Voilà. Donc, et vous niez par là même 200 ans, même plus, parce que la stratigraphie, déjà Lamarck il en faisait, donc ça fait au moins 300 ans, plus de 300 ans de ce processus d'essai-erreur qui conduit petit à petit à un raffinement de cette connaissance de la biostratigraphie qu'on a aujourd'hui, qui est maintenant c'est très très développé. Vous pouvez trouver un fossile en Chine et dire qu'il est du même âge qu'une roche qui se trouve en Amérique du Sud maintenant, sans problème. En fonction de l'âge, effectivement. Et donc, ces fossiles index, j'arrête ma digression, ces fossiles index vous donnent ce qu'on appelle des biozones, c'est-à-dire des zones où on retrouve les mêmes fossiles. Et c'est ces biozones qu'on va appliquer dans l'utilisation de la biostratigraphie. Donc, par exemple, ici, vous aviez la biozone à huître bleue. Voilà. Et ici, vous avez une biozone qui ne sert à rien d'ailleurs, puisqu'on la retrouve nulle part ailleurs, mais c'est une biozone à étoile de mer pourpre, enfin mauve. Et ici, vous avez une biozone à cône vert, qui elle est très utile parce qu'on la retrouve dans toutes les zones. C'est elle qui permet de corréler d'ailleurs les 3 zones. Enfin, les 4 zones, pardon. Et dans une moindre mesure, on va aussi utiliser parfois ce qu'on appelle la loi des successions évolutives, ou la tendance des successions évolutives, à savoir que les fossiles qui ont les caractères les plus évolués se retrouvent généralement après les fossiles qui ont des caractères qui sont plus primitifs. Se retrouvent dans les fossiles avec les caractères plus évolués vont se retrouver dans des roches plus jeunes que les fossiles qui montrent des caractères primitifs. Ça ne marche pas toujours. Encore une fois, le sélacanthe. Le sélacanthe, par rapport à un tétrapode, il a beaucoup de caractères primitifs. Pourtant, on le retrouve on le retrouve encore aujourd'hui. Donc, ça ne marche pas toujours. Donc, encore une fois, appeler ça une loi, là, pour le coup, ça se voit vraiment que ça marche moins bien. Mais généralement, ça marche. Si vous retrouvez un australopithèque, globalement, vous savez que vous êtes dans les alentours de 3-4 millions d'années, entre 2 et 4 millions d'années. Si vous retrouvez, moi, je sais pas, mégalodon, encore une fois. Non, mégalodon, le problème, c'est que... Oui, si vous retrouvez mégalodon, vous savez que vous êtes sur la fin de l'existence de la lignée Autodus megacellacus mégalodon. Enfin, de la lignée Autodus megacellacus. Sachant que cette lignée commence au Crétacé, donc vous êtes sur la fin de la lignée, donc vous êtes plutôt milieu cénozoïque. Mais bon, voilà, comme je le dis, c'est quelque chose qui a ses limites. Ça marche très bien avec les invertébrés, par exemple. Pour les trucs dont on trouve des centaines de fossiles tout le temps, partout tout le temps, ça marche relativement bien. Ça marche beaucoup moins bien avec les vertébrés, pour lesquels le registre fossile est un peu plus parcellaire. Donc maintenant, on va parler d'un cas que je connais bien, d'une application directe de ce système de biostratigraphie qui est le Karoo. Donc le Karoo, qui est un grand bassin qui s'étend quasiment de Johannesburg ici jusqu'au Cap ici. Et cet immense bassin, il fait à peu près un tiers de la taille de la France, et toutes les roches que vous voyez là sont corrélées par biostratigraphie essentiellement. Il y a très peu finalement de dates absolues qui ont pu être tirées parce qu'il n'y a pas d'intercalation, il y a peu d'intercalation volcanique dans ce bassin, c'est surtout du sédiment. Et
Bon, maintenant, on commence à trouver quand même des roches volcaniques un petit peu par-ci par-là, de ce qu'on appelle des tufs, qui permettent de confirmer finalement que la biostratigraphie qu'on fait depuis quelques années est relativement cohérente. Et elle est très cohérente. Donc toutes ces couleurs que vous voyez, ce sont des biozones qui sont définies par des espèces de thérapsides, essentiellement des dicynodontes, mais pas que. Et, euh, et donc tout ça, vous voyez, c'est chaque affleurement qui existe dans toute cette région, je le rappelle, un tiers de la taille de la France, un peu plus même. Chaque affleurement, en fait, est corrélé aux autres en fonction des fossiles qu'on y trouve. Et ça permet de dessiner ces biozones. Donc, ça permet de voir d'ailleurs que les plus anciennes biozones, comme celle à Tapinocéphalus par exemple, se retrouvent essentiellement à l'ouest du bassin. Et en fait, on a des zones concentriques de biozones qui deviennent de plus en plus jeunes, jusqu'à la zone Acinognathus, qui est une des dernières, qu'on retrouve autour des basaltes du volcan qui s'appelle le Drakensberg, de l'ancien volcan, c'est un volcan du Jurassique, qui s'appelle le Drakensberg. Donc ça permet en fait de voir la structure géologique de ce bassin qui est couches les plus anciennes autour et couches les plus récentes au milieu. Donc ça permet aussi de comprendre comment le bassin s'est formé. On voit donc que le bassin, il a une structure. Donc quand on a les couches les plus anciennes autour et qu'on a les couches les plus récentes au milieu, c'est une structure qui ressemble à un synclinal. Voilà. Donc le synclinal, c'est les couches qui sont en sourire. Donc avec les couches anciennes autour, synclinal, sourire, et les couches les plus récentes au milieu. Voilà. Bon, c'est pas aussi simple que ça, puisque comme j'ai dit, il y a un volcan qui est passé au travers. Hein, donc c'est pas aussi simple que ça. Et puis les successions sont plus épaisses de ce côté-là que de ce côté-là. Donc évidemment, c'est pas juste un petit synclinal bien sympa, c'est plus compliqué que ça. Mais en gros, voilà, ça permet de faire une interprétation géologique directement à partir de la datation qu'on obtient des roches en fonction des espèces qu'on a dedans. Et dans une moindre mesure, on peut appliquer le système voilà, la loi de succession évolutive, dans le sens où, au début, vous avez des thérapsides qui sont plutôt primitifs, notamment les dinocéphales et odyssinodons, et qu'à la fin, vous avez des thérapsides qui sont plutôt dérivés, notamment Cynognathus, qui est un cynodonte. Donc, alors qu'au début, il n'y a pas de cynodonte, par exemple. Donc, les animaux sont plus dérivés quand on va vers le haut de la séquence stratigraphique. Donc, ça aussi, ça permet une datation relative des roches du Karoo. Donc, et ça permet aussi des corrélations dans le monde entier. Donc, par exemple, dans la zone en jaune, ici, la zone à Tapinocéphalus, où on trouve des dinocéphales, comme en Afrique, Australociodon, et on peut corréler avec le reste du monde, parce qu'on trouve Siodon en Russie, qui est l'équivalent russe d'Australociodon, on retrouve Sinophoneus en Chine, et on retrouve Pampaphoneus au Brésil. Donc, tous sont des antéosaures, ils sont quasiment identiques, et on les retrouve aux quatre coins du monde, ce qui permet de corréler toutes ces couches. La couche dans laquelle on a retrouvé Pampaphoneus au Brésil, en Chine et en Russie, peuvent être toutes corrélées avec la zone à Tapinocéphalus sud-africaine. Donc il suffit qu'on obtienne une date à un endroit, donc là j'ai dit au pif en Chine. En vrai, on a aussi des dates en Afrique du Sud, hein, mais je veux dire, il suffit de trouver une date à un endroit pour ces fossiles. Donc si par exemple en Chine, on date cette couche de 260 millions d'années, ben, on sait que les mêmes couches fossilifères sont de cet âge au Brésil, en Russie et en Afrique du Sud. Du moins, on peut faire l'hypothèse raisonnable qu'elles sont du même âge. Les gorgonopsiens qu'on retrouve dans cette zone en bleu, qui s'appelle la zone à Daptocéphalus ou la zone à Dicynodon, eh ben, on les retrouve aussi en Tanzanie, on les retrouve aussi en Russie. Et par exemple, si en Russie, ils n'ont pas de date, encore une fois, mais si par exemple en Russie, on retrouvait un âge de 255 millions d'années, bon, en réalité, on a cet âge-là, pareil, il vient d'Afrique du Sud. C'est juste pour donner un peu de diversité. C'est juste pour pas dire que tout vient d'Afrique du Sud non plus, mais encore une fois, on a des dates qui viennent d'Afrique du Sud et qui disent 255 millions d'années, mais imaginons que cette date vienne de Russie, et ben, ça permet de dire que tous ces coins du monde sont corrélés avec ces 250 millions d'années en Russie. Et les cynodontes qu'on retrouve au cours du Trias et du Jurassique, devrais-je préciser d'ailleurs, parce que Tritylodon il est plutôt du Jurassique, eh ben, on retrouve ces mêmes Tritylodontidés, on les retrouve aussi bien en Europe
qu'en Chine, donc Oligokyphus qu'on retrouve en Angleterre, si ma mémoire est exacte, mais on retrouve aussi des Tritylodontidae en France. Je crois qu'à Saint-Laurent-de-Port, ils ont en Alsace, enfin dans l'Est du moins, ils ont, il me semble, des Tritylodontidae. On a Bienotherium en Chine et on a Cayentatherium en Amérique du Nord. Donc encore une fois, si on a une date, et là pour le coup elle vient d'Amérique, pour de vrai, à 200 millions d'années, eh ben, on sait qu'à 200 millions d'années, vous aviez tout ce beau monde qui vivait en même temps dans le monde. Donc ça permet aussi de dater l'Afrique du Sud à 200 millions d'années par exemple. Donc c'est comme ça que ça marche les corrélations. Si vous trouvez des marqueurs stratigraphiques partout dans le monde, bah, ça vous permet de dire que tous ces endroits du monde sont corrélés. Et c'est comme ça qu'on a fini avec une échelle des temps géologiques, ici, qui est complètement calquée en fait sur les successions de fossiles qu'on retrouve à l'intérieur. Et c'est pour ça que ces échelles de temps géologiques sont complètement basées sur leur contenu fossilifère. C'est pour ça que le Mésozoïque, c'est l'âge des dinosaures et des ammonites. C'est pour ça que le Paléozoïque, c'est l'âge des trilobites. C'est pour ça que le Cénozoïque, c'est l'âge des mammifères. C'est parce que les couches géologiques elles-mêmes, la dénomination des couches géologiques est directement calquée sur les contenus en fossiles. Et chaque fin en fait de ces strates, la fin du Cambrien, la fin de l'Ordovicien, la fin du Silurien, correspond à des extinctions entre guillemets massives, pas massives dans le sens des grandes extinctions massives comme la limite Permien-Trias ou la limite Crétacé-Tertiaire. Mais ce sont des extinctions, c'est des remplacements de faune qui permettent de dire, bon bah voilà, cette faune elle est nouvelle et on retrouve cette faune là, 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 là et là dans le monde. Donc elles datent tous du même moment et ce moment on va décider qu'on l'appelle le Silurien. Et pouf, cette faune elle s'éteint et elle est remplacée par une nouvelle faune qui est celle du Dévonien et on va dire, bah, on retrouve cette faune par là, par là, par là et on va lui donner le nom de Dévonien. Donc si vous vous êtes jamais demandé pourquoi les aires géologiques n'étaient pas toutes des intervalles réguliers de temps, en fait, bah c'est pour ça. C'est parce que la vie ne se développe pas à intervalles réguliers. C'est un peu au pifomètre, quoi. Hein. C'est complètement aléatoire. C'est en fonction, en fait, des remplacements phoniques. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau remplacement phonique, bah, on a défini une nouvelle période géologique ou de nouvelles époques. Donc tout dépend des âges que vous donnez. Donc voilà, par exemple. Ici, ce que je vous disais, l'âge des trilobites qui correspond à l'ère du Paléozoïque, l'âge des dinosaures et des ammonites qui correspond à l'ère du Mésozoïque, l'âge des mammifères qui correspond à l'ère du Cénozoïque. Et évidemment, vous pourriez ensuite partir dans le détail pour chacune de ces périodes géologiques que vous voyez là. La deuxième grande utilisation, c'est l'utilisation scientifique du moins des fossiles, c'est l'utilisation pour reconstruire l'évolution des espèces. Donc là, généralement, pour motiver mes petits étudiants en géologie, parce que l'évolution des espèces, ça les intéresse moyen. Encore une fois, ce n'est pas des biologistes. Là, je les motive en leur disant que la vie est formée d'atomes, que ces atomes, comme tout d'ailleurs, hein, tout est formé d'atomes, mais je veux dire, la vie est formée d'atomes, et que ces atomes, ils viennent d'où? Ils viennent du milieu minéral. Au final, par exemple, le sang que vous avez, le fer qui donne la couleur rouge à votre sang, c'est du fer oxydé et c'est de la rouille. Cette rouille, c'est la même que celle que vous trouvez dans l'oxyde de fer à l'état natif dans la roche. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fer qui s'est formé lors de la dernière supernova que notre système solaire, que le système solaire qui nous a précédés a subi. Supernova qui a formé ces atomes de fer. Donc finalement, le processus qui a formé le fer dans la roche, c'est le même processus qui a formé le fer qu'on retrouve aujourd'hui dans notre sang, ce qui fait des êtres vivants juste un type spécial de caillou, un petit peu mouvant finalement. On est du sable mouvant, mais un peu plus mouvant, un peu plus émotif aussi. Il y a quelques émotifs à ce moment-là qui soulèvent un sourcil. Il soulève un sourcil aussi parce que le créationnisme a la part belle en Afrique du Sud. Les communautés sont très religieuses, donc ils ont généralement leur rencontre avec moi, c'est aussi leur première rencontre avec l'évolution. À moins qu'ils aient eu des cours d'évolution humaine, parce qu'évidemment ils ont des cours d'évolution humaine au lycée, cours auxquels ils n'ont pas vraiment adhéré d'ailleurs, pour la plupart, mais bref.
Donc à ce moment-là, je leur rappelle ce qu'est l'évolution en leur montrant cette image. À savoir que l'évolution, c'est juste de comprendre comment cet arbre est arrivé, enfin comment cet arbre a fini enraciné des deux côtés de ce trou. Et donc là, je leur pose la question. Et puis bon bah encore une fois, ils vont lever un sourcil en se disant que la seule réponse qui leur vient à l'esprit, c'est une réponse débile. Du genre l'arbre a franchi le pas lui-même ou il a sauté, je sais pas quoi. Et il y en a généralement un ou une qui finit par lever la main en disant bah non, avant il y avait de la terre, mais c'est juste qu'il y a eu un effondrement quelconque. Et je leur dis exactement. L'évolution, c'est juste de comprendre que les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'il s'est passé des choses dans le passé, notamment que le vivant a subi une histoire dans le passé. Et c'est ça qu'on fait quand on étudie l'évolution. On étudie l'histoire de la vie dans le passé. Et là, ça leur parle. Là, niveau géologique, ça leur parle. Parce que finalement, c'est pas juste émettre des hypothèses comme ça, évolutives par-ci par-là, c'est reconstruire ce qui s'est passé dans le passé et qui est enregistré dans la roche. Et ça, c'est ce qui les intéresse en tant que géologues. Et du coup, ça nous conduit à cette représentation, c'est que justement, si on creuse dans le passé, eh bien, on voit une succession, en fait, une succession alors, j'aime pas dire complexité, mais c'est une succession finalement de proximité des organismes par rapport à nous. Voilà. Donc, plus on va dans le passé, plus on va trouver des animaux qui nous sont de moins en moins proches. Donc, on commence avec les humains, dont on retrouve des fossiles jusqu'à 300 000 ans. Donc là, je parle d'Homo sapiens. Et quand on remonte dans le passé jusqu'à 3 millions d'années, on va trouver Australopithecus. Donc, eux, ils le connaissent bien généralement parce que on l'appelle le man ape, donc l'homme singe en anglais. Donc Australopithecus, ils l'ont généralement bien étudié au lycée, ou alors ils vont l'étudier d'ici peu avec un de mes collègues, puisqu'il y a un programme d'évolution humaine qui vient juste après, qui est donné par un de mes collègues. Et puis si on remonte jusqu'à 65 millions d'années, on trouve des primates. Donc là, c'est aussi là que le côté d'avoir abordé la taxonomie est intéressant, parce que du coup, ils se rendent compte qu'on s'éloigne en fait de l'être humain quand on parle des primates. Et quand on remonte jusqu'à 200 millions d'années, on trouve les premiers mammifères. Et à 320 millions d'années, on trouve les premiers reptiles. Et à 400 millions d'années, on retrouve les premiers amphibiens. Et à 540 millions d'années, on retrouve les premiers poissons. Et les premières traces de vie multicellulaire sont à 2 milliards d'années. Et les premières traces de vie tout court sont à 3,5 milliards d'années. 3,5, 3,8, il y a débat. Il y en a même qui disent 4,1, mais bref, voilà. L'important dans cette image, c'est de comprendre qu'en fait, plus on s'éloigne, plus on creuse, en fait, et plus on trouve des animaux et des organismes qui sont éloignés de nous. Et donc ça retrace l'évolution des espèces. En tout cas, de notre espèce. C'est ça qui est important ici. C'est de bien comprendre que c'est la roche, c'est le registre fossile de la roche qui documente l'évolution des espèces. Et qui documente aussi leurs extinctions. Un autre élément important de l'évolution, c'est le fait que les espèces apparaissent, donc ce qu'on appelle la spéciation. Et de ce fait, on doit voir de nouvelles espèces apparaître si l'évolution fonctionne telle qu'on croit qu'elle fonctionne, et c'est le cas. Donc là, si on regarde, alors ici c'est le nombre de genres, mais le nombre de genres est directement proportionnel au nombre d'espèces, et on voit que on part de 0 et qu'on arrive finalement à beaucoup, si je puis dire. Donc ça, c'est une augmentation généralement. En général, il y a plutôt une augmentation du nombre d'espèces, donc il y a spéciation, il y a apparition de nouvelles espèces, alors que s'il n'y avait pas apparition de nouvelles espèces, on ne devrait pas voir cette augmentation. Mais quand même, il faut noter que cette augmentation, elle est ponctuée, et généralement, ils ne mettent pas longtemps à s'en rendre compte, les étudiants, je veux dire, ils sont observateurs. Les étudiants se rendent compte assez rapidement que c'est quand même ponctué de grosses extinctions, voilà, de moments où en fait, ce n'est pas une augmentation jolie et régulière, c'est une augmentation qui est ponctuée de baisses de diversité, qu'on appelle des extinctions de masse, et qu'il y a 4 grandes extinctions de masse, celle de la fin de l'Ordovicien, celle de la fin du Dévonien, j'ai dit 4, il y a 5 grandes extinctions de masse, la fin de l'Ordovicien, la fin du Dévonien,
la fin du Permien, la fin du Trias et la fin du Crétacé. Donc là c'est la fin des dinosaures, hein, très connue, la limite Crétacé-Tertiaire. Ici, vous avez la limite entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, qui est la plus marquée, la plus grosse extinction de toutes, et qui donc définit la fin de l'ère paléozoïque et le début de l'ère mésozoïque. Donc ça, c'est la limite Permien-Trias. Vous avez la plus petite limite qui définit la fin du Permien et les autres petites limites qui définissent la fin du Dévonien et la fin de l'Ordovicien. Bien que celle de la fin du Dévonien ne soit pas exactement à la fin du Dévonien, mais ça, c'est du détail. Et quelque chose qui parle aussi beaucoup aux étudiants, c'est de voir que l'évolution des espèces est un vecteur d'égalité sociale. Savoir d'où on vient, c'est aussi savoir que les autres, c'est aussi ne pas laisser les autres vous faire croire que eux savent mieux que vous d'où vous venez. Et c'est quelque chose d'important, ça. Tous les grands dictateurs de ce monde ont commencé par réécrire l'histoire de l'évolution. Tous. Et même avant même d'être des dictateurs, d'ailleurs, toutes les grandes dictatures ont d'abord commencé dans la tête de quelqu'un qui a voulu réécrire l'histoire de l'évolution. Les gens qui veulent dominer d'autres gens commencent d'abord par s'inventer une origine différente des gens qui veulent dominer. Donc, et ça parle beaucoup dans un contexte sud-africain, puisque évidemment, il y a toute l'histoire de l'apartheid. Où d'ailleurs, le gouvernement d'apartheid était très, très, très créationniste. Voilà. Et il y a aussi le fait que, tout simplement, la théorie de l'évolution, elle dit qu'on vient tous du même endroit. On vient tous de la même population d'Homo sapiens, nous sommes tous pareils et nous sommes le produit de la même évolution. Sans rentrer encore une fois dans le détail. Troisième usage des fossiles pour la paléontologie, pour la science, c'est la paléogéographie. Donc, exemple très classique, celui de la dérive des continents. On retrouve les mêmes fossiles de part et d'autre d'un océan ou de l'Atlantique. On les retrouve aussi en Inde, on les retrouve aussi en Antarctique, ce qui veut dire que ces quatre continents étaient autrefois unis par la dérive des continents. Donc ce qu'on appelle le continent gondwana. Donc on peut faire de la corrélation, mais quand on a aussi des animaux qui vivaient qui étaient soit complètement terrestres, soit qui étaient, voire même, le mieux c'est d'utiliser des animaux qui vivaient dans l'eau douce, ou dans des petites mers intérieures comme le Mésosaurus. Parce que les animaux d'eau douce, ils ne peuvent pas voyager beaucoup. Ils ne peuvent pas voyager beaucoup d'un point d'eau douce à un autre. Donc généralement, les animaux d'eau douce, ils ont une répartition qui est très très limitée géographiquement. Et donc si vous trouvez le même animal d'eau douce de part et d'autre d'un océan, c'est pas l'animal d'eau douce qui a nagé dans l'eau salée, parce qu'un animal d'eau douce ne peut pas vraiment s'adapter aussi facilement que ça à l'eau salée. Donc c'est qu'il y a forcément eu les deux continents étaient en connexion d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Et ça marche avec Mésosaurus notamment, parce que Mésosaurus, il vivait dans une petite mer intérieure. Il avait une répartition très très limitée. Et cette petite mer intérieure, du coup, on en retrouve les mêmes dépôts de l'autre côté en Amérique du Sud. Donc l'explication la plus simple, c'est quand même de dire que l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient connectées. Et puis reconstruire les paléo-environnements, les paléoclimats, c'est aussi une chose qu'on peut faire avec les fossiles. Donc très rapidement, les espèces marines vont vous indiquer qu'il y avait la mer. Surprise. Mais après, on peut même distinguer entre les espèces marines d'eau profonde, comme les lys de mer, les espèces marines qui vivent dans les milieux peu profonds, comme les coraux. Donc celles qui ont besoin, les coraux, ils ont des algues photosynthétiques qui ont besoin de lumière, donc elles ne peuvent pas vivre à grande profondeur. Donc les organismes qui vivent de la photosynthèse, globalement, ne peuvent pas vivre à grande profondeur. Après, vous avez des organismes qui font la chimiosynthèse, qui eux utilisent la chimie et la chaleur de ce qu'on appelle les fumeurs noirs et qui eux vivent dans les eaux très profondes. Donc ce sont des marqueurs d'eau profonde. Vous avez des espèces qui vivent uniquement dans les tropiques et vous avez des espèces qui vivent uniquement dans les eaux froides, comme par exemple les abalones. Les abalones vivent plutôt dans des eaux froides. Donc, alors que vous avez les coraux, encore une fois, qui vivent dans des eaux plutôt tropicales. Donc rien qu'en regardant les fossiles que vous avez, vous êtes capable de déterminer quel était l'environnement marin qui existait à un instant, à un moment.
évidemment, il ne faut pas que ces fossiles aient été transportés. Vous avez des organismes qui vivent typiquement dans les eaux plutôt semi-salées, on va dire, donc les eaux qu'on appelle les eaux lagunaires, par exemple. Hein. Donc, typiquement, l'organisme de lagune, c'est la lingule. Donc, la lingule, qui est un petit brachyopode qui ressemble à une langue, d'où son nom. Vous avez aussi les requins-tigres, qui sont des requins qui vivent essentiellement dans les eaux d'estuaire, donc pas vraiment dans les eaux pas vraiment dans les lagunes, mais ils peuvent remonter dans les lagunes, mais ils vivent surtout dans les estuaires. Et vous avez les petites planorbes qui vivent dans les eaux douces et dans les eaux semi-salées aussi. Et vous avez enfin les espèces terrestres, strictement terrestres, donc typiquement les vertébrés, qui vont aussi vous indiquer si l'environnement était rocheux et chaud, si l'environnement était plutôt forêt tropicale, si l'environnement était plutôt aquatique ou si l'environnement était froid. Voilà, en fonction de l'animal que vous trouvez, vous pouvez dire quel type d'environnement il y avait. Encore une fois, tout ça se base énormément sur ce qu'on appelle le principe d'actualisme, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un point de comparaison moderne, ce qui n'est pas forcément évident. Mais si vous trouvez des mammifères, là, vous pouvez avoir un point de comparaison tout à fait viable. Donc voilà, si vous trouvez un fossile d'okapi, vous êtes à peu près sûr qu'il y avait une forêt tropicale là où vous vous trouviez, par exemple. Ça, c'est pas trop un problème. Et enfin, la dernière utilisation, c'est pour trouver des ressources qui seront utilisables de façon industrielle. Donc, par exemple, l'or. L'or est une ressource qui est très abondante en Afrique du Sud, notamment. C'est une ressource qui est très abondante en Afrique, mais qui se retrouve uniquement dans des roches de type sédimentaire. L'or, pour l'instant, en Afrique du Sud, on ne l'a pas retrouvé dans d'autres roches que des roches de type sédimentaire. Donc on sait que cet or a été arraché d'une autre roche pour se retrouver dans des dépôts qui sont des dépôts ce sont des conglomérats, donc c'est des dépôts de rivières en fait, mais on ne sait pas d'où ça vient exactement, quelle était la roche originale. Par contre, on a ces dépôts conglomératiques autour de Johannesburg notamment, et donc c'est déjà trouver un fossile, c'est un indicateur de si on est dans une roche sédimentaire ou pas. Mais le truc, c'est avec l'or, c'est qu'on ne le trouve jamais dans des roches sédimentaires du Phanérozoïque. Donc le Phanérozoïque, c'est la période qui s'étend de 540 millions d'années, donc c'est là où on a le Cambrien, etc., jusqu'au Cénozoïque. Donc si vous trouvez un fossile, vous êtes dans le Phanérozoïque. Enfin, si vous trouvez beaucoup de fossiles, vous êtes dans le Phanérozoïque. Donc certes, vous êtes en train de regarder des roches sédimentaires, mais pas des roches sédimentaires dans lesquelles on trouve l'or, parce que l'or, lui, il se trouve aux environs de 2,5 milliards d'années, donc dans le Précambrien. Les dépôts d'or, ils sont entre 3 milliards et 2,5 milliards d'années, donc ils se trouvent plutôt par là. Et du coup, le fait simplement de trouver un fossile, ça vous indique directement que vous n'avez aucune chance de trouver de l'or, par exemple. Vous voyez? Donc ça, c'est indicateur. Par contre, si vous trouvez des stromatolites, là, vous avez peut-être une chance parce que les stromatolites en Afrique du Sud, on en trouve beaucoup dans ces périodes-là, autour de 2,7 milliards d'années. Donc, ça permet d'aider à trouver de l'or. Le stromatolite, c'est à peu près le seul fossile que vous pourrez trouver à proximité d'un dépôt où il y a de l'or, tout simplement. Donc, vous allez vous aider de la géologie, puisque le dépôt géologique, c'est un dépôt de conglomérat, donc c'est assez visible, mais vous allez aussi vous aider du contenu en fossile pour pouvoir vous repérer dans les roches que vous êtes en train d'explorer à la recherche d'or. Et puis, il y a aussi, par exemple, le diamant et les ressources, l'uranium, par exemple, la radioactivité. Donc, ces ressources-là, contrairement à l'or, ne vont pas se trouver dans des roches sédimentaires, mais vont se retrouver plutôt dans des roches de type volcanique. Donc des roches magmatiques qui proviennent finalement du manteau, donc qui proviennent de l'intérieur de la Terre. Donc c'est la grosse différence qu'il y a entre les roches sédimentaires et les roches magmatiques. Les roches sédimentaires tombent par gravité, enfin se forment parce qu'elles tombent par gravité, généralement dans l'océan, alors que les roches magmatiques, elles viennent du fond de la Terre, elles viennent du manteau. Donc elles montent, elles se forment en montant. Elles ne se forment pas en descendant comme les roches sédimentaires. Et ces roches qui se forment en montant, il n'y a aucun moment où elles rencontrent quelque chose qui pourra y mettre des fossiles. Donc ces roches magmatiques
sont dépourvues de fossiles, ce qui, une fois de plus, est une indication de quel type de roche vous êtes en train de regarder si jamais vous avez un doute. Si vous n'y trouvez aucun fossile, il y a de fortes chances que vous soyez face à une roche de type magmatique. Donc l'or se trouve dans les roches sédimentaires, mais par contre les diamants, eux, se trouvent exclusivement, encore une fois en Afrique du Sud, hein, elles se trouvent exclusivement dans des roches de type magmatique. Elles se trouvent dans des cheminées volcaniques qu'on appelle des kimberlites. Donc c'est des diamants qui sont remontés en fait avec la remontée de magma. Donc si vous trouvez des fossiles, encore une fois, vous savez que vous n'êtes pas en train de chercher au bon endroit si ce que vous voulez c'est des diamants. Et si vous voulez de la radioactivité, il va vous falloir du granit, qui est aussi une roche magmatique, donc vous n'êtes pas non plus au bon endroit pour chercher du granit. Encore qu'on peut avoir des concentrations d'uranium dans des roches sédimentaires. Ça peut arriver. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. Voilà. Et en fonction de ce que vous recherchez, il est bien de savoir quel type de fossile aussi vous êtes susceptible de trouver ou non dans les roches qui contiennent la ressource que vous êtes en train de chercher. Donc, connaître sa paléontologie, c'est aussi une porte ouverte vers des ressources. Et ces ressources, elles ne sont pas forcément, ça va pas forcément être que de l'or ou bien du pétrole. Le pétrole, d'ailleurs, c'est comme le charbon, c'est ce qu'on appelle des ressources fossiles, hein, voilà, des énergies fossiles. Donc, c'est pas pour rien que ça s'appelle des énergies fossiles, c'est parce qu'elles sont formées par des organismes. C'est des organismes qui se sont décomposés et dont la décomposition incomplète a causé des accumulations de carbone. Donc, ces organismes décomposés, ils ne peuvent se trouver, par définition, que dans des roches sédimentaires. Et vous n'avez pas que les ressources, comme je le disais, les ressources minérales, vous avez aussi des ressources qui sont l'agriculture et l'eau. L'eau qui devient de plus en plus importante parce que les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes. Et on a eu un exemple il n'y a pas longtemps au Cap, le Cap qui a failli être juste privé d'eau. Vous imaginez une grande ville de plusieurs millions d'habitants qui a juste failli être privée d'eau à cause de la sécheresse. Donc l'eau, c'est une ressource qui va généralement se trouver dans des roches sédimentaires qui sont plus poreuses. Et tout ça va évidemment avoir un effet sur la façon dont on gère l'agriculture. Certaines roches sédimentaires sont très riches, certaines roches sédimentaires ne le sont pas. Certaines roches magmatiques comme le basalte peuvent être très riches et d'autres peuvent ne pas l'être. Donc encore une fois, la connaissance du registre fossile, c'est aussi l'accès à des ressources et pas seulement des ressources minérales. Et puisque justement on parle du pétrole, le contenu en fossile des roches qui entourent le pétrole va être un indicateur de sa maturité, à savoir que si vous trouvez des pollens, là on prend l'exemple des pollens, si vous trouvez des pollens dont la sporopollénine est très claire, comme ça veut dire que le pétrole que vous trouvez à l'intérieur de cette roche ne va pas être mature, il n'a pas assez cuit, il n'est pas à point, j'ai envie de dire. Par contre, si vous trouvez des pollens qui sont carbonisés, bah là, ça veut dire que c'est trop profond, qu'il y a trop de pression, qu'il y a trop de température. Et là, vous avez de l'anthracite, vous n'avez plus du pétrole. L'anthracite, c'est beaucoup moins intéressant que le pétrole. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est des petits pollens qui sont juste bien cuits, al dente. Voilà. Et bien ça, c'est directement utilisé par l'industrie pétrolière. Donc, c'est une utilisation des fossiles directement par l'industrie pétrolière. Ça, là, c'est des trucs qui sont dans les manuels, hein. Voilà. Donc, c'est pas un truc c'est pas un truc dont j'exagérerais l'importance juste pour vous mettre l'eau à la bouche, quoi. C'est vraiment un truc qui est directement utilisé. Et puis la dernière utilisation des fossiles dans l'industrie, c'est évidemment l'industrie du paléotourisme. Donc là, ça, ce que je vous montre, c'est le tumulus de Maropeng qui est à 50 km de Johannesburg. C'est le site, enfin c'est un musée en fait qui est complètement dédié au Cradle of Humankind, donc le berceau de l'humanité, qui est la région UNESCO. Alors encore une fois, c'est pas moi qui l'appelle le berceau de l'humanité, c'est l'UNESCO qui l'appelle comme ça. C'est pas la peine de me harceler en commentaire. C'est le berceau de l'humanité, c'est toute la région qui se trouve à peu près à 50 km de Johannesburg où on a trouvé tout un tas de grottes. Et donc l'UNESCO protège ce site parce que ces grottes contiennent des australopithèques, des Homo habilis, des Homo erectus. On y a trouvé Littlefoot il n'y a pas longtemps, on y a trouvé Homo naledi, on y a trouvé Australopithecus sediba. C'est là que le premier australopithèque a été découvert, l'enfant de Tang. C'est là que le premier australopithèque adulte a été découvert, Mrs. Pless. Donc bref, c'est un grand lieu à la fois historique et préhistorique.
Donc tout ça est protégé par l'UNESCO et au milieu, vous avez ce musée qui s'appelle Maropeng et qui est l'exemple même du paléotourisme. Alors après, en France, vous avez des tas de sites paléotouristiques, que ce soit des musées, que ce soit le site d'Anjac. Enfin bref, dès qu'on peut faire un peu d'argent sur de la paléontologie, ça s'appelle du paléotourisme. Voilà, en faisant visiter ou etc., quoi. Voilà, c'était tout pour cette introduction à la paléontologie et à ce qu'on peut faire avec. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce cours, où on attaquera les invertébrés, d'ailleurs.